Jusqu'à 1h sur Europe 1. Caroline Veil. Et bienvenue sur Europe 1. Je suis très heureuse de vous retrouver comme tous les soirs pour notre libre antenne. Je réponds à vos appels au 39 21. Vous le savez, la ligne est à vous jusqu'à 1h. Et moi, je suis à votre écoute. Alors, de quoi parle-t-on ? De vous, de tout ce qui vous importe, de tout ce qui vous tient à cœur, de ce qui vous excite, de ce qui vous déçoit, de ce qui vous attriste aussi. C'est comme ça, on a des hauts, on a des bas, on a des histoires. L'idée, c'est d'en parler ensemble, de se raconter, de se confier aussi si vous rencontrez une difficulté particulière. Donc, je vous attends au 39 21. J'attends aussi vos réactions par SMS au 7 39 21 en commençant par le mot nuit et puis vos mails sur notre site europe1.fr. Bien entendu, vous allez dans un premier temps rencontrer Thomas, Corentin, qui sont dans les starting blocks au standard, prêts à vous accueillir et qui passent la soirée avec vous. Toujours aussi efficace, merci à eux. Et puis merci à Philippe Chartier, notre légende qui réalise avec talent cette émission. Europe 1, Caroline Veil. Toutes vos confidences à Caroline Veil au 39 21. 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. Et je vous propose de commencer cette émission avec Janine. Bonsoir Janine. Bonsoir Caroline. Mais vous avez une jolie voix. Ah bon, mais vous aussi Caroline. Oh merci, vous êtes gentille. Parce que je suis contente de vous parler. Il y a longtemps que je voulais appeler, puis je pouvais pas. Tous les jours, je reculais. Et puis là, bon, je me suis décidée. Bon, c'est vrai que c'est pas facile. Non. Mais par contre, c'est vrai que il y a longtemps que j'écoute l'émission. Mais bon, c'est peut-être pas très bien de dire ça, mais c'est vous que je préfère. Ah bah c'est gentil. Mais les autres sont très très sympas aussi, croyez-moi. Oui, je sais. Mais j'ai déjà eu Caroline Blanche une fois. Bon. Mais ça fait rien. C'est votre voix. Elle est Bon. formidable. Ah, vous êtes génial. Alors, qu'est-ce qui vous arrive ? C'est-à-dire que moi, vous savez, j'ai eu une vie très compliquée puisque je suis pas toute jeune. Oui. Je ne sais pas si vous avez mon âge. Non, je l'ai pas. J'ai 92 ans. Waouh, c'est beau, Janine. Oh, oui, c'est beau, mais si j'avais pas eu le dernier malheur qui m'est arrivé, c'est que j'ai perdu mon fils chéri que j'aimais tant. Ça, c'est un vrai malheur. Oh là là, vous savez, il n'y a pas au-delà. Non, je suis d'accord avec vous. D'autant plus que je l'aimais beaucoup et puis... Bon, c'est compliqué, vous savez. Non, mais c'est pas d'autant plus que je l'aimais beaucoup. C'est-à-dire qu'un enfant, c'est ce qu'il peut y avoir de pire. Et d'ailleurs, il n'y a pas de mots pour le nommer. Ça, parce que c'est innommable. Alors, vous savez, moi, maintenant, c'est un vide pour moi. Je peux pas m'imaginer qu'il est plus là. J'y pense tous les jours. Et je peux pas arriver à penser que je le verrai plus et qu'il est plus là. Vous voyez, parce que je me suis beaucoup occupée de lui. C'est-à-dire, si je vous explique... pourquoi que c'est arrivé, enfin, un peu pour tout ça. Voilà, parce que moi, j'avais 3 enfants, mais j'ai eu une vie heureuse avec mon mari, je peux dire ça. Bon, c'est déjà ça. Oui, puis alors, nous, on vivait que pour nos 3 enfants, pour qu'ils soient heureux. Et puis, eh bien, donc... attendez, je ne sais plus où j'en étais, je mélange. On parlait de votre vie avec votre mari que vous avez eu et qui était une vie heureuse. Oui, alors mon fils, figurez-vous, il n'a pas supporté sa séparation. Ah. Et il a fait une dépression, il a commencé par une dépression et il ne s'est jamais remis. Il a été malade pendant 10 ans, je l'ai aidé pourtant de toutes les façons pour ne pas le perdre, tellement j'avais peur de le perdre. J'étais toujours à ses côtés pour l'aider, pour qu'il se remette.
Et puis, eh bien, voilà, ça a duré 10 ans. Il a fait des tentatives de suicide. Oh là là. Ah, vous savez, j'ai vraiment souffert avec lui parce que moi, je me tourmentais toujours. Je vivais que dans le tourment. Je l'ai vu dans le coma, je l'ai vu en réa. Oh là là. Ça a été terrible, vous savez. C'était un garçon d'une gentillesse incroyable, tellement il était gentil. Et c'est à cause de sa femme qu'il a eu, parce qu'il a vécu avec une jeune femme qui était bien pendant 12 ans, et il l'a quittée pour prendre une autre femme. Il s'est marié pendant 18 ans, et il a été manipulé pendant 18 ans avec cette femme. Ah bon? Oui. Je peux dire, c'est à cause d'elle qu'il n'est plus là. Qu'est-ce que vous appelez manipuler? Eh bien, c'est-à-dire, il disait oui à tout. Ah, mais parce qu'il l'aimait. Bah, je pense. Oui. Quand on dit oui à tout, c'est qu'on voit avec des yeux pleins d'amour. Il savait jamais dire non. Oui, mais parce qu'il avait envie de lui dire oui. Alors finalement, eh ben, moi je pense que bon, c'était un peu le larbin, c'était parce que vous savez, mon fils, il travaillait dans une banque, il gagnait bien sa vie, hein. Oui. Et il n'y avait jamais d'argent. Elle dépensait tout l'argent. Et elle a travaillé, il y avait 2 salaires. Et il n'y avait jamais d'argent dans le ménage, jamais, jamais. Et puis voilà, ben, il supportait tout. Parce qu'il l'aimait. Il disait amen à tout. J'ai jamais compris. Et alors elle est partie? Eh bien, elle a voulu divorcer au bout d'un moment. Et lui, justement, il n'a pas supporté. Il n'a pas supporté, surtout parce qu'il avait 2 garçons. Il a toujours 2 garçons. Bon, il ne supportait pas que ses enfants puissent être séparés de leurs parents. Bien sûr. C'est vrai que c'est toujours un traumatisme pour les enfants. Alors un jour, elle lui a dit, ils feront comme les autres. Voilà. Ouais, mais c'est pas vrai parce que si vous interrogez les enfants de parents divorcés, ils vivent tous dans le regret du divorce de leurs parents. Sauf bien sûr quand c'était devenu invivable et que il y a des coups et qu'il y a de la violence. Là, les enfants souhaitent le divorce. Mais sinon, les enfants sont réfractaires. Leur rêve, c'est toujours que leurs parents reviennent ensemble. Oui, c'est sûr, parce que ces deux garçons, ils ont pâti, hein. Ils ont pâti de la séparation. L'aîné, surtout, elle a été très marquée. L'aîné. Oui, mais le divorce marque les enfants. On a beau dire, c'est parce que c'est devenu, c'est vrai, tellement courant, c'est banal. Le divorce est un acte banal aujourd'hui. Mais c'est pas banal pour ceux qui le supportent, c'est-à-dire qui trinquent en premier. Et généralement, ce sont les enfants. Et c'est pour ça que lui, mon fils, il pouvait pas accepter que ses enfants ils aient une séparation des parents. Vous voyez, lui, il voulait pas divorcer, mon fils. C'est elle qui a voulu divorcer. On ne sait pas pourquoi, en fait, parce qu'il y avait tout ce qu'il fallait. Ils avaient tout pour être heureux, hein. Bah oui, mais vous savez, on n'est jamais à l'intérieur d'un couple. Oui, c'est sûr. On ne sait pas ce qui se passe. De l'extérieur, en apparence, comme ça, on peut avoir le sentiment que les gens sont très heureux. Et puis, à l'intérieur, il y a quelquefois beaucoup d'ennuis, beaucoup d'hostilité, une agressivité qui monte. On ne reste pas ensemble, on s'oxyde ensemble. Et c'est vrai qu'il vaut mieux se séparer. Ben, ce qu'il y a, c'est que c'était une malade de l'argent. Et ce que je vous dis, elle dépensait tout l'argent. Il n'y avait jamais d'argent. Et elle l'avait surendetté en plus, et c'était ça le problème, hein. Oui, peut-être que c'est à ça aussi qu'il n'a pas pu faire face. Quelquefois, quand on est dans le chagrin, on est submergé aussi par le matériel. Le matériel, c'est le quotidien, donc on n'a plus la force d'affronter le quotidien. Ouais, moi, je crois qu'il savait plus trop où il en était en dernier, hein. Il savait plus. Alors, je sais pas, il était... Moi, parce que vous savez, je le voyais pas beaucoup depuis qu'il a été marié avec cette femme-là. Je le voyais pas souvent. Il faisait pas ce qu'il voulait, vous voyez. Il se laissait tout faire. Alors, et quand je l'ai revu, il était d'une maigreur. Je le reconnaissais plus, c'était plus le même. Et je crois qu'il devait y avoir longtemps qu'il était en dépression et qu'il n'était pas soigné. C'est souvent le cas parce que on reconnaît pas la dépression. C'est pas qu'on est dépressif, on sait juste qu'on n'a plus de goût à la vie, que plus rien n'est intéressant, qu'on n'a pas de plaisir, on n'a pas envie de faire des projets et le quotidien est harassant. La journée qui vient, on n'a pas envie de la vivre. Ça, ce sont les symptômes de la dépression. Mais on l'identifie pas forcément. Oui, moi je pense qu'il s'en rendait pas compte, hein.
Alors finalement, bon, maman, depuis qu'il était divorcé, il avait pris un logement à lui, il était bien installé, il avait tout ce qu'il fallait, puis je l'aidais le plus que je pouvais. Puis il venait souvent chez moi, 3-4 jours, ou alors moi je lui allais pour l'aider un peu à ranger sa maison, vous voyez, j'aimais bien y aller. Et puis je l'ai toujours aidé. Et puis malgré tout, ce qu'il y a, vous voyez, de jours que ça n'a plus été, il s'est mis à l'alcool. Ah. Et c'est ça qui l'a détruit, c'est l'alcool. Et comment ? Vous avez raison, parce que rien ne détruit plus que l'alcool. C'est ça, c'est à cause de ça qu'il est parti, c'est à cause de l'alcool. Ouais. Alors, il avait des hauts et des bas. Des fois, ça allait bien, puis des fois, d'un seul coup, il reprenait la boisson. C'est ce qui est arrivé en dernier. On ne sait pas pourquoi. Un matin, de bonne heure, il est parti. Il a pris sa voiture et il a loupé le virage. Il est rentré dans un arbre et on ne sait pas où il allait. On n'a jamais su pourquoi il était parti ce matin-là. Alors qu'il y avait quelques jours, il était chez moi. Vous savez, j'étais loin de penser que je le voyais pour la dernière fois. C'était très dur. On ne peut jamais savoir que c'est la dernière fois. Et heureusement d'ailleurs. Oui, parce que moi, je me reproche maintenant. Je me dis... Et vous auriez fait quoi ? Je me dis, j'aurais dû revenir avec lui parce que je devais venir chez lui. Je me dis, j'aurais dû venir avec lui ou ses enfants parce qu'il voyait ses enfants. Ils étaient souvent avec lui, ses enfants. Et je me dis, ses enfants, ce soir-là, ils sont partis. Il est resté seul. Oui, mais vous savez, ça serait arrivé un autre jour. C'est ce qu'on me dit, voilà. Ça serait arrivé un autre jour parce que il avait une maladie alcoolique. La maladie alcoolique, il faut savoir, rend encore plus dépressif. Ça déprime l'alcool. Ah oui, c'est sûr. Donc, on en prend le soir pour échapper à ce sentiment de tristesse inouïe. Oui. Ça passe un moment parce que avec l'alcool, on arrête de penser, on n'est plus en état de penser, tout simplement. Mais le lendemain matin, quand on se réveille, on est encore plus triste parce que l'alcool, produit une réaction pharmacologique qui fait que on n'a plus la capacité de pouvoir être content. Et pourtant, il avait quand même fait une cure. Et en dernier, justement, on s'y attendait vraiment pas parce qu'il allait pas trop mal. Il avait fait plein de projets. Alors, on a été vraiment surpris. On s'attendait pas, vous voyez. Parce que moi, j'avais toujours peur de le perdre. Je vivais pas. Je l'appelais 2 fois par jour. C'est comme si vous aviez senti déjà. Vous savez, Janine, c'est très dur à entendre. Mais quelquefois, les personnes qui passent à l'acte ou qui ont comme ça un accident qui est plus ou moins un acte de suicide déguisé, c'est qu'ils en ont fini avec la vie. Il y a des personnes qui sont trop fragiles pour supporter la vie. Et je sais que c'est difficile à entendre. Non, mais je crois pas que là, qu'il l'a fait exprès. Je pense pas. C'est vraiment un accident. Parce que j'en suis moins sûre que vous. Ah bon? Ouais, j'en suis moins sûre que vous parce que les accidents, bon, bien sûr c'est toujours bête un accident et ça, on dit toujours que c'est arrivé comme ça et que les circonstances étaient réunies. Mais de ce que vous décrivez, il a quand même tout fait pour provoquer l'accident, inconsciemment. Oui. C'est-à-dire pourtant, et c'est vrai, il avait une voiture, il avait changé sa voiture et cette voiture-là, elle était quand même un peu dangereuse parce qu'il conduisait bien sinon en temps normal. Oui. Alors là, je ne sais pas s'il était... Oui, il était alcoolisé d'après les gendarmes. Ben voilà. Oui. Et il a pris... Parce que donc il n'aurait pas dû la conduire. Ben non. Il n'aurait pas fallu... Il l'a fait. Il l'a fait certainement sans penser. Oui, mais voilà. c'est sans penser non plus qu'il avait envie que ça se termine. Mais en réalité, moi je vous dis, ce sont les personnes qui n'ont plus le courage de vivre. La vie est devenue pour eux un tel fardeau, ils cherchent à s'en délivrer. Vrai. Ils ont plus les moyens de l'affronter. Alors ils arrivent au bout. Voilà, il avait terminé sa vie. Je sais que c'est très très difficile à admettre, à entendre. Oh oui, c'est difficile à admettre, oui. Pour une mère, pour une maman, c'est ce qu'il y a de pire. C'est très dur, oui. Mais voilà, ça a été son destin. Moi, je pense à vous surtout, et j'imagine que ça doit être tellement douloureux tous les jours. C'est très douloureux parce que ça fait 3 ans et vous voyez, j'ai toujours du mal, j'ai toujours autant de mal. Je le vois tous les jours. C'est pour ça, vous savez, j'ai déménagé d'où j'étais parce que je pouvais plus. Je le voyais toujours arriver, je voyais toujours sa voiture et je me suis mise dans un foyer logement. Ouais. Au moins, vous n'êtes pas seule. Ben, je suis pas seule. Ouais. Eh ben, heureusement. Et je me suis débrouillée toute seule, parce que j'ai 2 autres enfants. Bon, j'ai mon autre fils, il est loin, il est dans le Var.
mais qui était gentil, aussi gentil que son frère. Bon, c'est déjà ça. Parce qu'il est marqué aussi. Ma fille, n'en parlons pas. Ah bon? Elle s'est jamais tellement occupée de moi. C'est curieux ça pour une fille, avec une maman comme vous. Bah oui, j'ai beaucoup souffert de ça parce que ma fille, elle n'a jamais été proche de moi. Et je pense qu'elle était un peu jalouse de ses frères. Ah. Parce que moi, mon fils, c'est vraiment parce qu'il a été malade que je me suis occupée de lui comme ça. Parce que sinon, il n'y avait pas de différence. Moi, je disais, mais pareil, tous les trois. Hein. Ah, bien sûr. Et elle s'est jamais autant occupée de moi que depuis qu'il est plus là. Ah, peut-être qu'elle trouve enfin sa place. Vous voyez, c'est bizarre, hein? Moi, je pense qu'elle trouve sa place. Ben oui, je pense. Alors, je veux quand même vous lire les petits SMS que je reçois pour vous. Oui, d'accord, Caroline. Janine, parce que vraiment, vous les méritez bien. Alors d'abord, de la part de Fan qui dit « Gros bisous pour cette dame courageuse avec toute ma tendresse. » Je la remercie beaucoup, c'est gentil. Et puis un autre qui dit « Cette dame a une voix de jeune fille. » Ah mais c'est ce que tout le monde me dit. Eh ben voilà, vous voyez? Ça me l'a toujours dit que j'avais une voix très jeune. Mais oui, mais vous avez aussi un joli rire. Ah, d'accord. Je vous entends. Écoutez, vous êtes capable de rire. Moi, je crois que... Bon, il n'y a pas longtemps, parce que vous savez, quand j'ai perdu mon fils, j'avais plus goût à rien. Je dormais plus, je mangeais plus, je faisais que pleurer. J'imagine. Pendant 1 an, j'ai pleuré tous les jours. Et puis après, je commençais à pas être bien. J'ai dit, il faut que j'arrête. Moi, je me suis dit, il faut que je vive pour mes 2 autres enfants. Je voulais être là pour mes 2 autres enfants. Mais vous avez des petits-enfants, Janine? Oui, j'ai 4 petits-enfants et 4 arrières. Ah c'est beau ça. Et alors, est-ce qu'ils sont gentils avec vous? Ah oui. Ils sont tous gentils avec moi. Et les 2 garçons de mon fils, là, de temps en temps, ils viennent me voir. Pas souvent, parce que c'est loin, ils sont dans l'Oise. Mais moi, je suis dans le 93, Caroline. Oui. Et eux, ils sont dans l'Oise. Mais il n'y a pas longtemps, ils sont encore venus dormir avec moi. Et un soir, ils sont venus dormir. C'est sympa. Oui, ils sont très gentils. Puis alors, ces 2 beaux garçons. Alors, ça me fait de la peine de me dire qu'il verra pas ces garçons grandir. Non, mais vous les voyez, vous. Voilà. Vous les voyez, vous. Ils ont eu beaucoup de mal aussi, tous les 2. Ils ont eu beaucoup de mal. C'est sûr. Perdre un père, c'est difficile. Enfin, parce que je me suis toujours occupée d'eux, alors ils sont très gentils avec moi. Ouais. Très gentils avec moi. Leur maman, par contre, je leur parle plus. Je lui parle plus. Parce que non, parce que moi, je trouve que si elle avait été une femme bien, mon fils, il serait encore là. Écoutez, on peut pas savoir. On ne peut pas savoir ce qui se passe dans un couple. Elle n'est pas responsable de la réaction de votre fils. Elle ne pouvait peut-être pas s'attendre à ce qu'il soit tellement dans le chagrin. Peut-être qu'elle l'a vu plus fort qu'il n'était. Je sais pas. On ne saura jamais. De toute façon, je comprends que vous ne lui parliez pas. Je comprends que ce soit très douloureux pour vous. Ce qui est important, c'est que vous fassiez vous comme vous le sentez. Vous avez trop souffert pour, après tout, tenir compte de ce qu'il faudrait, ce qu'il ne faudrait pas, du qu'en dira-t-on. Vous faites comme vous sentez. C'est vous avec vous et vous avec votre chagrin. Alors moi, ce que j'ai fait, j'ai mis sa photo. J'ai une belle photo de lui. J'ai mis sa photo. Je mets des fleurs. Et puis j'avais écrit un petit journal. Tous les jours, j'écrivais une page. Quand j'avais trop de peine, j'écrivais une page, je lui parlais. Tous les jours, j'écrivais une page. Écoutez, il sera toujours avec vous. Oui. C'est comme ça, il sera toujours avec vous. Toujours, c'est vrai, oui. Mais Janine, tournez-vous vers vos petits-enfants, parce que eux sont porteurs d'avenir, et c'est ce que votre fils vous aurait dit. Prends soin d'eux, occupe-toi d'eux, et débrouille-toi pour en faire des hommes, des vrais. Voilà, qui puissent affronter la vie et qui soient heureux. Alors moi, je compte sur vous. Parce que moi aussi, pendant un moment, mon fils, dans le Var, il aurait voulu que je vienne vers lui, parce que je serais plus entourée qu'ici. Et alors? J'ai hésité, parce que ça m'embêtait aussi de laisser ma fille. Ouais. Et puis ça m'embêtait aussi, parce que j'ai la tombe de mon fils ici, pas loin de moi. Alors je me disais, si je m'en vais là-bas, je verrai plus ma fille, je pourrai plus aller c'est pas que je suis tout le temps sur la tombe, parce que ça me fait mal de le voir là-bas. J'arrive pas à comprendre qu'il est là, vous voyez. J'y vais que quand j'ai besoin. Ouais, mais sinon c'est parce que vous auriez eu l'impression de l'abandonner? Un peu, oui. Écoutez, vous pouvez peut-être aller passer un petit peu de temps chez votre fils. Parce que j'y
j'y vais, Caroline. J'y suis allée au mois d'avril, puis je vais sûrement y aller au mois de septembre. Ah bah c'est bien, Parce c'est que bien. j'ai une belle fille très gentille là-bas. Ouais. Écoutez, passez le plus de temps possible que vous puissiez, parce que vous êtes entouré, là-bas on s'occupe de vous, vous allez être choyé et vous en avez terriblement besoin. Oui, parce que vous savez ce qu'il y a aussi, Caroline, c'est que nous étions une grande famille, nous étions 8. Ma maman, elle est restée veuve avec 8 enfants Ouais. à cause de la guerre. J'avais 6 ans quand mon père est décédé. C'est pas rien ça. Et je suis plus toute seule, tout le monde est parti, j'ai plus de sœurs, j'ai plus personne. Mon Dieu. Alors ça, c'est dur aussi. Bah oui, vous avez vu partir petit à petit ceux que vous aimiez. Tout le monde. Je reçois un message très gentil de la part d'Inès qui dit courage à Janine, une voix très jeune, et continuez à vivre, à penser à vous. Ah, je vous remercie. Et vous avez l'air adorable. Oh, je remercie cette dame. C'est vrai que tout le monde m'aime bien. Par contre, j'ai quand même des amis ici parce que moi, j'ai toujours fait du sport toute ma vie. Et pourquoi on vous aimerait pas? Comment? Et pourquoi on ne vous aimerait pas? Je peux plus parce que là, je suis trop âgée maintenant. Mais j'ai fait 30 ans de gym, 20 ans d'aquagym, justement, avec mon fils, là, qui n'est plus là. Moi, j'ai été au sport d'hiver j'allais au sport d'hiver. Avec sa première femme, on était toujours ensemble. On était au sport d'hiver ensemble. J'ai toujours fait du sport. Et donc, j'ai gardé quand même pas mal d'amis. Ouais. Puis des voyages aussi que j'ai fait. Alors, j'ai toujours bougé. Mais Janine, j'ai l'impression que vous avez une belle vie. J'ai eu une belle vie, ah oui. Ouais. S'il m'était pas arrivé ça, je vous jure, Caroline, j'ai eu une belle vie. Je me plains pas. Ouais. Mais il est arrivé ça et ça, c'est le pire. Ben voilà. Mais moi, je voudrais que vous vous occupiez de vos petits-fils parce que eux, ils sont là, ils sont bien là et je crois qu'ils comptent sur vous. Ah oui, C'est ce que votre fils vous dirait. Ah ouais, vous savez, ça, mes petits-fils, je les laisserai jamais. Hein. Bah voilà. Jamais je les laisserai. Alors je sais, vous devez vivre avec ce chagrin, mais Oui. quand vous les regardez, il faut que le chagrin cède le pas à la vie, Oui, parce oui. que eux, ils ont la vie. Ils sont là, ils vous entourent, Oui, c'est vrai. et c'est ici que ça se passe. Oui, oui. Hein, il sera Oui, toujours temps. Non, mais moi, je me suis toujours occupée d'eux, je m'occuperai toujours d'eux. Oui, j'en suis sûre. Mais bon, faites-le aussi pour votre fils, celui qui est parti. Voilà, pour lui. Je sais, j'y pense. Parce qu'il aimait beaucoup ses 2 enfants. Ouais. Eh oui. Voilà, Caroline, aussi, j'ai eu une vie quand même à part, puisque je vous dis, ma maman nous a élevés tous les 8 toutes seules. J'ai vécu à la campagne, vraiment à la campagne, parce que mes parents avaient une ferme. Et je connais toute la campagne. Oui, mais ça s'entend que vous avez... Il y a du sourire dans votre voix. Vous savez, ça s'entend quand on sourit, quand on parle. Parce que moi, je suis comme ma mère. Ma mère, elle se plaignait. J'ai jamais entendu ma mère se plaindre, malgré le malheur qu'elle a eu aussi, la pauvre. Hein. Ah oui, 8 enfants comme ça, veuves, au lendemain de la guerre, ça n'a pas dû être simple. 8 enfants, Caroline, et en plus, elle n'a pas touché de pension de guerre qu'elle avait droit, parce qu'il n'y avait personne pour l'aider. Elle n'a pas su s'en occuper. Et elle n'a jamais rien touché, elle s'est débrouillée toute seule. Mais vous aussi, elle vous a donné ce talent-là, j'ai l'impression. Oui, c'est vrai, je lui ressemble beaucoup. En tout cas, vous avez son courage et vous avez sa force. Alors moi, je compte sur vous. Ça, c'est vrai. Oui. Janine, je vous embrasse. Je suis contente d'avoir passé un moment avec vous. Je vous remercie, Caroline. Ça m'a fait plaisir. Moi aussi. D'être avec vous. À très bientôt, j'espère. Je sais que vous nous rappelez. Je sais qu'on ne peut pas faire grand-chose pour moi maintenant, mais enfin... Je vous dis au revoir et je vous embrasse. Au revoir, Caroline. Merci. Au revoir.
reparti, on continue à débattre sur cette libre antenne, le 39-21 toujours. Je suis à votre écoute jusqu'à 1h et on poursuit notre conversation. On échange, on partage. L'idée c'est d'appeler si vous avez envie de raconter, si vous traversez un souci dans votre vie, plus particulièrement en ce moment, ou bien parce que vous êtes tellement content que vous ne pouvez pas le garder pour vous tout seul. Là aussi, n'hésitez pas. Autre option, appelez-nous 39-21, 739-21 en commençant par le mot nuit pour vos SMS et vos mails sur notre site europe1.fr. Alors j'étais juste avant le flash avec Janine et j'aimerais lire à Janine un dernier SMS de la part de Sophie de Paris. Janine, je vous le lis parce que je sais que vous êtes toujours à l'écoute. Et Sophie vous dit, vous êtes charmante, adorable, j'aurais juste envie de vous prendre dans les bras pour vous consoler de tous vos chagrins. Bon courage à vous. Je vous propose maintenant de poursuivre avec Nadine. Bonsoir Nadine. Oui, bonsoir Caroline. Alors vous avez un problème d'un tout autre ordre. Il me semble qu'on s'est déjà parlé. Bon, c'est non, pas grave. Enfin, non. Vous allez me raconter. Mon fils souhaiterait vous parler, oui, mais moi non. Ah bon, d'accord. Non, enfin, voilà. En fait, j'appelle pour mon fils. Qui est un jeune homme handicapé, il a 24 ans. Oui. Bon, il s'exprime très très bien, il a une intelligence, il a son handicap, mais voilà, il parle très bien, il sait lire, enfin bon, plein de choses. Et il voudrait aussi vous parler parce qu'il voudrait rencontrer une amoureuse. Bon, ça c'est une autre histoire. Non, mais il a déjà eu plusieurs fois, c'est pas évident qu'il passe à l'antenne. Non, moi je vous appelle, concernant mon fils, qui est donc dans une institution, et il rentre tous les 15 jours à la maison. Oui. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en général, le 14 juillet, je fais en sorte, il aime bien regarder le feu d'artifice, on regarde de notre jardin, on voit le feu d'artifice, on s'installe, etc. Il est tout content. Et comme il rentre tous les 15 jours, cette année, chez nous, le feu d'artifice, c'est le 13 juillet. D'accord. Et donc, c'était le week-end, la semaine dernière, et c'était un week-end où il devait rester dans son institution. Ah. Voilà, bon. Donc, comme ça s'est fait antérieurement, plus d'un mois avant, on a vu ce qui se passait, et on a dit à mon fils, j'ai dit à mon fils, est-ce que tu veux rester dans ton établissement où tu rentres, c'était un week-end où il devait rester dans son établissement, et il a réfléchi un petit peu, il a dit non maman, je préfère rentrer à la maison et puis comme ça on regarde le feu d'artifice. Entre-temps, on a su que dans son établissement, le jour du 14 juillet, il y avait une sortie à la mer. Il adore l'eau. Mon fils adore l'eau, il sait très bien nager. Nous sommes dans les Hautes-Alpes, donc la mer c'est pas très loin, mais c'est vrai que je vais plus à la piscine qu'à la mer. Et puis en plus il y allait avec son établissement. Donc il a dit écoute maman, je vais pas venir ce week-end regarder le 14 juillet le feu d'artifice avec toi. Je reste dans mon établissement et je vais à la mer. Et la veille, c'est-à-dire le jeudi, le jeudi 13, je passe, parce que quand il rentre pas, je passe toujours le voir, voilà. Et on me dit, Hugo, il s'appelle Hugo, mon fils, en fait. Oui, c'est pas grave. Voilà, parce qu'il a tendance, il s'énerve et il casse. Il casse, il casse. Et ce qui s'est passé, c'est que la semaine de ce mois qui est passé, il a quand même cassé une prise de courant dans sa chambre. Il était en colère ? Oui, mais il suffit d'une seconde de colère. Il est un peu, c'est son handicap. Voilà, il casse des lunettes. Il casse j'imagine beaucoup de que choses, s'il n'avait pas de handicap, il ne casserait pas. Exact, mais voilà, tout à fait. Donc, et donc on me dit, la chef de service me prend dans son bureau à part, sur mon fils, et me dit, écoutez, on s'est réunis et on a dit que cette sortie à la mer demain, c'est-à-dire le lendemain, il n'allait pas la faire. Il est puni ? Parce que, voilà.
en punition. Alors je l'ai très mal pris intelligemment. Ouais. Enfin, je veux dire, j'ai dit mais je ne suis pas d'accord. Enfin, ok, c'est pas bien ce qu'il a fait, mais vous vous rendez compte, ça fait plus d'1 mois qu'il pense à cette sortie à la mer. Il a choisi de rester chez vous, de pas venir à la maison pour regarder le feu d'artifice. Enfin, il y a tout ça. Et vous décidez Enfin, je dis, mais c'est cruel ce que vous faites. Mais eux, leur argument, que je comprends aussi, que je comprends, mais c'est là où est mon dilemme. Mais bon... Allez-y, quel est leur argument ? Et leur argument, c'est qu'il s'est mis en danger et qui, bon, du fait de cette prise de courant, qu'il a cassé, et il a même dit, parce qu'après on l'a reçu dans le bureau, il a dit ouais, bah j'ai pris le jus quand même un petit peu, enfin voilà. Et leur argument, c'était, on lui fait plaisir, mais il n'y a pas de raison. Enfin, on lui fait plaisir, mais que lui aussi fasse, enfin, pas des efforts, parce que c'est son handicap, ils le savent aussi. Mais voilà. Oui, mais le but, c'est d'arriver précisément à ce que cet handicap, à ce qu'il puisse être, non pas jugulé, parce que c'est compliqué, voilà. Mais en tout cas, à ce qu'il puisse être le moins prégnant possible. Oui, enfin, voilà. Ben, alors, je suis d'accord avec vous, Nadine. Ça paraît comme ça très coercitif, très sévère. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire que ces gens-là savent ce qu'ils font. Mais oui. C'est vrai que ça paraît cruel. Je ne vais pas vous dire le contraire. Au premier lieu, quand on entend dire oh non, mon Dieu, pas ça. Et si, c'est ça quand même. Mais je crois qu'ils le font en toute conscience. Ça leur fait pas plaisir de le faire. Non, mais c'est ce qu'ils m'ont dit, parce que j'ai discuté avec eux, parce que quelque part, moi j'ai une relation pas d'amitié avec eux, mais ils sont pas loin de chez moi, on est à 15 kilomètres, donc je les vois très souvent. Mais voilà, parce que bon, je suis seule, mon mari est décédé, bon bref, donc j'ai tellement souffert de ça, enfin ça va faire une semaine. Mais je comprends, ça a dû vous mettre en l'air. Voilà, et puis le lendemain, parce que quand j'ai su ça le soir, le lendemain, je savais que tous partaient, enfin son petit groupe, ils partaient tous à la mer. J'ai quand même appelé pour savoir comment ils s'étaient comportés. Oui, bien sûr. Et on m'a dit que pas de souci, très bien, égal à lui-même quand il est quand il est pas dans ses colères, quoi, en fait. Voilà, il était très très bien. Mais voilà, mais ça a du mal à passer, quoi. J'ai encore discuté avec une éduque hier, et je lui ai dit, mais moi ça passe, c'est trop dur pour moi, quoi. Enfin, bien sûr, vous voudriez le mieux pour votre fils. Ça reste votre petit. Plus ils sont fragiles, plus on les aime. C'est comme ça. Et c'est vous l'avez ressenti. Je dirais presque que vous avez été plus puni que lui. Peut-être, j'ai peut-être plus souffert que lui, parce que lui, quelque part, oui, je crois qu'avec son intelligence et tout, je pense qu'il dévie, parce que comme il parle beaucoup, il blague aussi, enfin bon, peut-être il souffre moins, enfin il a moins souffert que moi, peut-être, ouais. Vous savez, il a très bien dû comprendre ce qui s'est passé, et le but, c'est aussi d'éviter qu'il ne se mette en danger. Oui, voilà, c'est pour ça que j'ai bien compris aussi leur point de vue, mais ils m'ont même dit que quand ils en ont discuté entre eux, ça a été très dur pour eux de prendre cette décision. Mais bon, ça va faire une semaine, donc petit à petit, mais il fallait quand même que j'en parle à quelqu'un. Vous avez très bien fait d'appeler. Comme je vous écoute souvent, etc., je dis, mais parce que je suis seule avec ça, mais c'est vrai que je les comprends quelque part. Et peut-être qu'il fallait marquer le coup très fort. Quoi. Oui, parce que c'est dangereux d'arracher les prix. Si on lui laisse penser que c'est anodin et qu'il peut se mettre en colère, il peut aussi, il y a une escalade dans la violence. Ah non, mais vous savez qu'il s'est, dans sa violence, voilà, comme il voit pas très bien des fois, il s'est fait un décollement de rétine, quoi, aussi, Voilà. Il a plus qu'un œil, qui voit très peu, et sans arrêt il dit, quand on va voir l'ophtalmo, de toute façon, si je deviens aveugle, c'est mon problème, je m'en fiche, mais c'est pas vrai. Voilà, il est aussi dans cette escale. Il sait très bien tout ce qu'il fait. Bon, c'est vrai que quand il casse, alors, par contre, là, je crois qu'il ne sait pas. Il se passe une décharge électrique dans son cerveau et... Non, il ne contrôle pas ses pulsions. Il ne contrôle pas, voilà, tout à fait. Mais... Donc, c'est pour essayer de lui apprendre à contrôler, d'avoir... mais je me dis...
je me dis, est-ce que c'est... Non, mais voilà, ce sont des méthodes d'apprentissage qui sont, c'est vrai, très coercitives. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça marche. Je le souhaite, hein. Enfin, c'est ce que j'ai dit quand j'en ai parlé. Je dis, écoutez, j'espère que ça va marcher ce que vous faites, parce que j'étais pas contre eux. Hein. J'ai dit, mais c'est trop dur ce que vous lui faites quand même, c'est trop dur. Mais j'ai dit, je souhaite que ça marche. Ouais. Je souhaite. Et si souvent ça marche et ça leur permet de faire des progrès parce qu'il y a des prises de conscience. Et la seule façon, je suis pas forcément, je veux dire, il y a plusieurs écoles, hein. Voilà, donc chacun défend son école. En tout cas, je sais que ça c'est fondé sur la coercition. Ça marche parce que effectivement il y a une prise de conscience. Et pour qu'il y ait cette prise de conscience, c'est vrai qu'il faut toucher à quelque chose qu'ils affectionnent particulièrement. Oui, c'est ça, c'est ce qu'ils m'ont exprimé en fait. Hein. Parce que s'il n'y attache pas d'importance, ça va pas le marquer. Donc si ça le marque pas, il va recommencer. Oui. Non, mais c'est la déduction de ce qui a été fait quand on a discuté, parce que il adore lire, il adore les programmes télé, les journaux, et c'est vrai que des fois quand il faisait des choses pas très bien, on le punissait en disant t'auras pas ton journal, t'auras pas tes programmes télé, etc. Et quand j'ai parlé de ça, on m'a répondu, mais bon, pour moi ça a été dur quand même, hein, parce que j'ai souffert de ce truc, mais je me suis dit, mais c'est vrai en fait, parce que il a été déjà puni pendant 1 mois, il a plus de journaux, il a plus de programmes télé, mais c'était pas aussi fort que, c'est vrai que c'était pas aussi fort que ce. Bien sûr. Qu'il affectionne particulièrement, qu'il attendait comme un fou. En même temps, du coup, c'est pour marquer sa mémoire, c'est pour qu'il associe, la prochaine fois qu'il regarde une prise, il faut qu'il l'associe à ce qui s'est passé. Donc, la seule façon de le marquer, c'est de prendre en considération quelque chose auquel il tient vraiment. Quelque chose qui est cruel en fait. Ouais. Et, pour moi, j'ai eu ce mot de cruauté. Non, mais je comprends. Je dis pas que j'adhère, hein. Je dis pas que j'adhère, par exemple, à ce. Mais je peux pas faire autrement que de constater que ça marche bien. Voilà. Je le souhaite. Ça marche bien. Et vous savez, malgré tout, il faut tout de même dire que le personnel qui travaille dans ces institutions sont très au fait. Ils sont très attachés à leurs patients. Il faut pas les blâmer. Je crois qu'ils savent ce qu'ils font. Et moi, je reconnais qu'ils font souvent un travail admirable. Ah, mais là, je suis tout à fait d'accord. Mais moi, je les estime, hein, les éduques, toute cette institution, je les estime, hein, je leur dis, hein, de toute façon, si ça, on a des petits heurts, des fois des trucs minimes, et j'en parle, mais c'est vrai qu'ils ont, pour mon fils, ça a été super, parce qu'avant, il était dans un IME, comme il est devenu adulte, et je trouve que là où il est, vraiment, ils ont fait un super boulot sur mon fils, quoi, voilà. Ça, c'est sûr. Si vous le reconnaissez vous-même, j'imagine que ça doit être aussi une forme de soulagement. C'est certain aussi, c'est certain. Mais bon, ça a été très dur, quoi. Et puis, mais il ne casse pas, les prises de courant, mais il casse tout, hein. Il a quand même un tempérament un petit peu. Hein, c'est des radios-réveils, il en a eu des tonnes. D'ailleurs, il vous écoutait tous les soirs, mais maintenant, il m'en demande plus. Ah oui, parce qu'il les a tous cassés. Il les casse, et il y a aussi encore une autre chose, mais donc c'est pour ça que je n'en achète plus non plus, c'est que j'ai remarqué que les fils de prise de courant, ils sont à vif, quoi. Donc est-ce que c'est avec ses dents, est-ce que c'est avec... C'est ça, c'est une petite prédilection particulière, c'est pour veiller sur lui. C'est un peu, Voilà, mais il y avait cette histoire du 14 juillet que j'ai très mal vécu, en fait. C'est pour ça que je tenais à en parler et puis avoir votre avis aussi, parce que je trouve que votre avis, vous êtes de très bonnes, c'est gentil, c'est gentil. Mais vous savez, l'équipe soignante, à mon avis, elle sait ce qu'elle fait. Même, et encore une fois, ils le font pas de gaieté de cœur. Non, mais c'est ce qu'ils m'ont dit aussi, hein, parce que il est charmant. Mon fils est charmant, quoi. Il est charmant et charmeur. Ouais, j'imagine. Mais bon, ça a été très dur. Ce moment a été très dur. Et d'ailleurs, je suis contente parce que
il rentre ce week-end, donc vous allez pouvoir en profiter et ça va être feu d'artifice tous les jours. Bon, voilà. Merci Nadine et bravo pour votre courage parce que c'est pas facile de se bagarrer tous les jours. Oui, mais bon, il y a l'amour, mais c'est vrai que c'est pas facile quand même, surtout quand on est seul. Ouais, je vous donne juste un petit message de la part d'Asia parce que je le trouve adorable et que c'est un message tellement bienveillant. Alors Asia vous dit ceci, vous êtes touchée, je vous comprends, vous avez juste une réaction de maman, ce qui est normal. L'équipe médicale est bienveillante avec votre garçon, même si cette décision paraît injuste. Bon courage. Voilà, c'est gentil. Ouais, vraiment gentil. Et... Elle a des mots justes. Asia a des mots justes. D'accord. Bon, écoutez, ça... De toute façon, j'en étais arrivée aussi à ce qu'on est en train de se dire, mais enfin, sur le coup, j'ai été quand même un peu cassée. Non, mais c'est douloureux, ça fait un chagrin fou. Vous souffrez pour votre garçon, vous vous dites, c'est pas juste, il l'attendait tellement, etc. Mais je vous dis, malgré tout, ils sont obligés. Ils sont obligés. Oui. Non, mais ça, voilà. Eh ben, le fait de vous avoir parlé, en fait, parce que petit à petit, ça faisait faire une semaine que ça fait le chemin dans ma tête, mais depuis le départ, je voulais vous en parler. Vous avez bien fait. Mais déjà, ça fait déjà quelques jours, mais déjà, j'avais fait ce chemin en me disant, ça va être du positif, on va dire. Voilà. Ouais. Et puis vous savez, Nadine, c'est derrière. Donc maintenant, on pense aux prochaines joies, c'est-à-dire votre fils à la maison ce week-end, et puis tout ce que vous allez faire ensemble, et puis ce qu'il continuera de faire. Voilà. Exactement. D'accord. Écoutez, Caroline, n'hésitez pas à nous rappeler en tout cas. Quand vous en avez gros sur le cœur, on est là. D'accord, mais je le sais. D'accord. Oui. Merci à vous, Caroline. Merci à toute votre équipe, tous ceux du Standard aussi. Ah oui, ils sont formidables. Thomas. Mon fils a souvent au téléphone. Thomas, je l'ai eu ce soir, mais souvent Hugo. Enfin, mon fils, parce qu'il voudrait parler, mais ça, c'est une autre histoire. Hein. Écoutez, sait-on jamais. Sait-on jamais. Qui voudrait trouver une amoureuse, quoi. Mais ça, c'est... Écoutez, voilà. On fera passer le message. Au revoir, Nadine. Allez, merci beaucoup à tous. Bonne soirée, Caroline. Merci, au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Veil au 39 21. 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. Et tout de suite, nous allons prendre Marie. Bonsoir, Marie. Bonsoir, Caroline. Merci de me prendre et de m'accueillir. C'est gentil à vous de nous appeler. Et je vais surtout parler de moi parce que je n'ai rien d'autre à dire que de parler que de moi. Ce n'est pas de l'égoïsme, ce n'est pas de l'égocentrisme, c'est que je suis très très seule. Et je vais vous expliquer ce qui m'arrive en fait. J'ai eu une vie complètement terrible, j'avoue, terrible depuis ma naissance. En fait, avec un papa très doux mais qui parlait très peu et une maman très très autoritaire. Et je suis née, je vous explique en gros, je vais pas m'étendre là-dessus. Je suis partie à 15 ans d'Algérie, du temps où l'Algérie était française, parce que nous sommes partis et nous avons attendu 3 jours à l'aéroport, etc. Moi, j'ai beaucoup pleuré. Apparemment, mes parents ont très bien caché leur jeu. Et ça a été un grand merci pour moi. Enfin, bref. Et j'ai atterri en plein soleil, donc je suis pas loin de la mer et voilà, malheureusement, je peux plus aller à la plage. Je peux plus aller à la plage parce que j'ai une BPCO, j'ai beaucoup trop fumé dans ma vie. Et je souffrais terriblement de l'acclimatisation, des courants d'air, des Franprix, des Monoprix, de tous ces magasins où il fait très froid. Voilà, où il fait très froid et quand je me plonge là-dedans. Donc, en fait, depuis 5 ans, j'ai eu une bonne dizaine de fractures. Quand même, ouais, c'est beaucoup. Ce qui m'a complètement isolée, bouleversée et qui me fait souffrir terriblement. Et c'est pour cela que je vous appelle, parce que je me demande, j'ai plus envie de parler à qui que ce soit, parce que dans mon esprit, les gens ne comprennent pas. Et j'ai presque une espèce d'agressivité. J'ai peur de devenir acariate. Je suis quelqu'un de très gai, très mignonne, très dynamique. J'ai fait beaucoup de jaloux dans ma famille surtout. Et je ne parle plus à ma famille, en fait. J'ai 2 frères et 2 sœurs. Mes parents sont plus là.
Et malheureusement, quand mon papa est décédé, je n'ai pas pleuré. Et ma sœur m'a dit, mais tu es une dure, mais c'est terrible. Tu me dégoûtes, enfin. Wow, c'est dur, ça. Oui, c'est très dur. Et il m'est sorti un eczéma géant, enfin, bon, bref. Mais je crois que pendant 20 ans, même maintenant, je n'arrive plus à pleurer. Et je n'arrive plus à m'exprimer, je n'arrive plus, à... Et j'ai envie de partager, j'ai besoin de donner, pardon, j'ai besoin de donner, de partager, ma vie a été faite que de ça. Et j'ai beaucoup souffert parce que, en fait, ce que je voulais, c'était me faire aimer, tout simplement, et beaucoup de reconnaissance. Et là, maintenant, je suis quasiment transparente, voilà. Transparente. Oui, je n'existe plus pour personne. Alors, j'ai un caractère très fort, très dur. Je suis terrible avec moi-même. Je vous dis, je souffre le martyre, mais je ne veux pas d'infirmière, je veux personne. À l'hôpital, je me suis cassé les jambes, puis le dos, puis la nuque, puis... vous êtes cassé de partout. De partout, oui. J'ai plein de... À l'aéroport, je ferais gling. Voilà. Et ceci dit, le pire, ça a été quand j'ai commencé à marcher. Je suis sortie avec mon petit chien et il y a une grosse moto qui m'a envoyé en l'air à un passage piéton. Donc il y a rebelote, ça a été terrible parce que depuis vous êtes traumatisée aussi. Je suis traumatisée, je fais tout pour sortir, mais je peux pas aller bien loin parce que de toute façon je tiens pas debout. Donc voilà, je m'isole, ce n'est pas de moi, j'ai envie de partager, j'ai envie d'avoir des amis, je n'ai plus personne. En fait, j'avais 2 ou 3 amis, on m'a dit quand tu iras bien, on viendra te voir. En fait, ça fait 5 ans que je suis toute seule complètement, voilà. Alors j'ai une fille, évidemment, puisque je suis maman célibataire, hein. Ça c'est un choix que j'ai fait à 24 ans, juste avant que Simone Veil nous quitte maintenant, parce que je voulais lui rendre un hommage. Voilà, donc j'ai vécu un petit peu l'enfer auparavant, comme vous pouvez imaginer. J'ai bien compris, oui. Puisque mes parents étaient terribles et il fallait se tenir droit, de baisser les yeux. Enfin, il n'était pas question de se mettre à table, de parler, etc. Enfin, pour moi, ça a été très dur. Et puis, on m'a dit que les hommes, qu'il fallait les respecter. Enfin, bon, bref, je me suis sentie complètement... alors que je me suis dit, mais enfin, je peux pas m'exprimer, je ne peux pas dire ce que je veux. Mais après tout, mais enfin, je suis comme les autres. Mais mes parents me faisaient penser que les hommes avec du caractère, j'ai appris depuis à comprendre. Malheureusement, depuis, j'ai plus voulu personne, voilà. J'ai élevé ma fille, j'avais un ami sur Paris, je le voyais de temps en temps, et c'était très bien, parce que ma fille, de toute façon, le détestait, et je me suis isolée un petit peu de tout et de tout le monde, alors que ça ne va pas du tout avec ma personnalité. Je suis quelqu'un de gai, de plein d'humour, de dynamisme, et là, je vois que je n'arrive plus à lutter pour montrer que j'ai encore cette force, cette envie de vivre, d'abord parce que j'ai ma fille, mes petits-enfants, qui sont assez indifférents d'ailleurs, hein, je vous avoue. Ah bon ? Oui, beaucoup. Ils sont grands pourtant. Ils me disent toujours, je les appelle, ils me disent « On t'aime, tu sais, mamie », mais bon, ils font rien, ils viennent pas. Je veux dire, je suis très isolée. Et en fait, j'habitais pas là, mais il y a 5 ans. Enfin, c'est pour vous dire, il y a 5 ans, mon propriétaire m'a dit qu'il vendait l'appartement. J'aurais pu rester, parce que ça faisait 35 ans que j'aurais pu traîner, c'était pas normal, en fait, tout ça. Mais bon, comme j'adore visiter les appartements, ça m'a plu, avant que je sois vraiment dans un sale état. Donc j'ai visité les appartements, et puis j'ai trouvé cet appartement qui est dans un centre magnifique, avec le marché, tout ce qu'on peut imaginer, des parcs, des allées, je n'entends pas un bruit. C'est bien ça doit vous... C'est agréable quand vous vous réveillez le matin, au moins. Complètement. Vous savez ce que je pense Et le réveiller, oui. Vous savez ce que je pense, Marie ? Oui. Je crois que vous êtes en dépression. J'ai peur que si. Alors j'ai été voir il y a très peu de temps parce que j'ai fait une thérapie qui m'a beaucoup appris et je me suis dit c'est acquis. Mais là ces derniers temps je me suis dit j'avance dans l'âge. Non, vous avez vécu.
Non, vous avez vécu beaucoup de choses. Vous avez vécu beaucoup de choses difficiles. Par exemple, René dit l'aéroport, les 3 jours d'attente, ça a déjà dû être un vrai traumatisme pour vous. Depuis, voilà. J'ai pleuré dans l'avion. Je me suis dit, je quitte. Pourquoi? Et c'est vrai que j'ai vécu sous les bombes, ce qui n'était pas marrant. En plus, j'étais petite. Il fallait marcher avec les soldats pour aller à l'école. Souvent, on s'arrêtait dans des caves, les gens priaient, etc. Enfin, des trucs terribles. Mais j'étais un peu insouciante quand même à 14 ans, encore. À 14 ans, oui, mais je dirais que vous en avez tellement et tellement avalé. À un moment donné, je crois que les accidents multiples que vous avez eus font ressortir tout ça. Pour moi, vous vous avez le langage de la dépression. Ah oui? Ouais. Je crois que vous devriez... Il me faut peu de choses pour... ouais, mais quand même... Non, mais quelquefois, on n'arrive pas à l'identifier parce que justement, on est capable d'avoir des moments de joie, mais cette perte d'envie, cette perte de goût, cette indifférence... Je ne veux pas bouger, je ne peux plus bouger. Et je n'ai vraiment personne de temps en temps. Mais quand vous dites je ne peux plus bouger, je crois que si vous vous faisiez traiter, vous pourriez bouger à nouveau. Je vais chez le kiné. Non, mais traité par un médecin. Mais j'ai fait 10 ans une thérapie parce que ça n'allait pas du tout. Traité par un médecin avec des médicaments. Mais je prends ce genre de truc. Et alors ? Et alors, je crois que je me bouge beaucoup. J'arrose mes fleurs le matin. Je prends mon petit café sur la terrasse. J'ai une terrasse plus grande que ma maison. Je veux dire, bon, elle est plein sud. Il fait une chaleur depuis 2 mois qui m'ont complètement anéanti. Alors, comme j'ai une BPCO et que j'ai les côtes cassées, je veux dire, j'ai du mal à respirer. Les médecins me disent on ne peut pas tout faire. Enfin, bon, je crois qu'ils sont pas très conscients. Les médecins et les kinés, ils sont pas très conscients que je suis complètement cassée, que je ne peux plus avancer comme avant, et ça me diminue et je souffre terriblement. Et puis vraiment, j'ai personne à qui parler, j'ai tellement de choses à dire, à partager. Je m'intéresse à tout. Depuis l'âge de 20 ans, je me suis lancée dans le bouddhisme, dans Léo Salamé, Frédéric Lenoir, tout ça. Enfin, je suis passionnée par tout ça et je trouve mon bonheur là-dedans. Mais je veux dire, bon, ma fille me dit bouge-toi, arrête, tu te plains tout le temps. Mais elle comprend pas que je ne peux pas bouger. En plus, elle me dit vite, j'arrive dans 2 minutes, mais je peux pas aller vite. Alors bon, toutes ces petites choses font que j'ai du mal à suivre et je me dis je suis plus bonne à rien, quoi. Voilà. Ah non, ça c'est le langage de la dépression. Alors vous me dites que vous prenez ce genre de médicaments. Moi je pense que vous devriez faire réadapter votre traitement. Il est pas au point parce que ça marche pas. Voilà. Alors j'ai voulu voir un thérapeute il y a très peu de temps et il m'a dit vous vous plaignez parce qu'il fait très chaud chez vous et puis vous avez le silence. Mais de quoi vous vous plaignez? Et puis vous parlez merveilleusement bien. Enfin, je comprends pas. Pour moi, j'ai compris qu'il fallait que je m'en aille. Parce que vous n'étiez pas en tout cas chez la bonne personne. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en ait pas d'autres. Oui, non, je sais. Mais je vous dis, pendant 10 ans, je croyais que j'avais acquis. Bon, j'ai quand même vécu avec... Oui, mais il y a des moments où vous avez dû être beaucoup mieux et puis aujourd'hui vous êtes moins bien. Et quelquefois l'intelligence c'est d'accepter qu'on est moins bien et de faire ce qu'il faut pour se soigner. Je me laisse aller et je me dis tu réponds pas au téléphone, tu fais ce que tu veux et c'est vrai que je fais ce que je veux, je me masse, je prends des douches, je fais les ongles, enfin je suis très très correcte, très mignonne et tout ça. Même on se demande pourquoi je suis pas bien. De toute façon mes frères, mes sœurs m'ont dit tu es très forte toi, tu as élevé ton enfant toute seule, tu n'as besoin de personne, voilà. Et donc je suis complètement, je veux dire mes courses je les fais mais je tiens pas debout. Enfin bon, je sais qu'on peut les faire, mais moi ça m'aide un peu à sortir, voilà, même si je me fais livrer, mais je veux, et je suis isolée alors que j'habite une région, qui pour moi est magnifique, quoi, je veux dire, oui. Je suis à 5 minutes de la mer, 5 minutes des grands parcs, et alors c'est vrai que quand je vais dans la rue, je rencontre des gens. Justement, c'est le petit conseil que vous donne René par SMS, parce que René intervient toujours avec sagesse et justesse. Ça fait 17 ans que je vous entends.
C'est pas d'hier. Hein. Ouais. Et René dit, demain matin, allez dans un café et parlez avec les gens et restez un petit quart d'heure. Et moi, j'ai envie de vous dire la même chose. Pas longtemps, vous dites que vous pouvez pas bouger. Mais bon, vous avez un chien, le toutou. Un petit chien, voilà. Un petit chihuahua, il est tout mignon. Bon, j'imagine que le toutou, il sort faire un tour, tous les matins. Bah oui, sinon je le mets sur la terrasse quand j'en peux plus. Voilà. Ouais, voilà. Mais sinon, le chien, si on le sort pas, il explose. Oui, donc, il explose avec moi. Voilà. Donc, demain matin, vous accompagnez Epsilon. Et puis, comme il fait beau, vous vous mettez à une terrasse de café, pas chez vous, et vous regardez ce qui se passe dans la rue. Et ça, c'est un premier moyen de reprendre contact avec la vie. Caroline, je ne fais que ça. Eh ben, j'aime. Ouais. Je fais que ça. Mais au bout d'un quart d'heure, je tiens pas en place. Tout qui se bloque, il faut que je marche. Et quand je marche, je veux pas m'éloigner, j'ai qu'une envie. C'est de rentrer m'allonger, prendre un cachet pour essayer de me sentir un peu mieux. Et en fait, je vois que je m'abandonne un petit peu à... Bah oui, vous laissez aller, comme vous dites. Voilà. Je l'ai entendu. Alors, je cherche des amis. Alors, vraiment, les rencontres sont sympas parce qu'elles sont éphémères. Les gens ne savent rien de moi. Alors, ils me disent, vous êtes mignonne, vous êtes chic, vous êtes... Mais s'ils savaient comme je me tiens difficilement droit, c'est comme je fais tout ce que je peux. Mais j'aime bien ces rencontres éphémères parce qu'on n'a pas à raconter quoi que ce soit. Voilà, on est anonyme. Voilà. Ça fait du bien aussi quelquefois. Oui, parce que la famille, ça a été terrible, vraiment. Ma sœur me disait, tu es vilaine, moi j'ai les yeux bleus, toi non. Enfin, bon, ça a été terrible. J'ai vécu l'enfer avec ma famille aussi. Vous les voyez plus, c'est déjà ça. Non, j'ai décidé de ne plus les voir parce que c'est pas possible d'entendre dire, enfin bon, tu t'es cassé un bras, c'est pas grave, j'ai mal au pouce moi aussi, enfin. Bon bref, je me suis envoyé j'ai arrêté de répondre au téléphone. Je sais quand elles appellent, je reconnais leur numéro, j'ai pas envie. Elles partent en vacances un mois dans le Midi, là près de la maison, toutes les deux. Et la veille, ma sœur qui habite Paris me dit je pars demain, il faudrait que je te voie. Ah oui, non, déjà ça donne pas envie. Voilà, je trouve ça terrible. J'ai hurlé l'autre fois, j'ai dit il faut plus venir, mais tu me prends pour qui? Je suis pas, excusez-moi, je suis pas une conne, voilà, je leur ai dit. Écoutez, pour moi, vous devriez retourner voir un médecin de façon à faire adapter votre traitement. D'accord ? Je vais retourner, voir un médecin. Et je voudrais savoir s'il y a des gens qui habitent le Midi. Voilà, ça c'est une bonne idée. Ça c'est une bonne idée. Ne serait-ce déjà que... Plein de choses à dire, plein de choses à partager. Je vous dis, je fais un dessert, j'en fais pour deux. Après je me dis, bon, qu'est-ce que je suis conne, il n'y a personne dans cette maison, je connais personne. Mais je partage tout, je peux pas m'en empêcher. C'est comme ça. Bon, c'est certainement pour me faire aimer, parce que maintenant j'ai appris, je suis devenue très dure avec moi-même. Mais j'ai envie quand même. Trop. Oui, je sais, j'ai été, trop agréable avec tout le monde, mais parce que je voulais qu'on m'aime, je vous le cache pas. Mais c'est normal cette demande d'amour. J'ai fait du théâtre, j'ai fait plein de choses pour égayer ma vie. Je continue à aller faire un peu de la sophrologie, du yoga, j'ai mes bouquins avec moi, voilà. Mais cet isolement et ce silence, je n'entends pas une mouche voler, alors qu'avant j'avais un balcon. Bon, c'est pas bien gai ce que je dis, mais je suis bien. On n'est pas là forcément pour dire des choses gaies, hein. Je suis bien dans ce silence, je vous assure. Parfois, je me lève à 11h, c'est terrible. Mais j'ai tellement mal que je me rendors, que je me réveille, que... Écoutez, Marie, vous allez faire deux choses. Retournez voir votre médecin, faire réadapter votre traitement et trouvez-moi un autre thérapeute qui vous dise « Je comprends pourquoi vous êtes là et on va en parler ensemble ». D'accord ? J'ai même été voir un neurologue parce que après l'accident, j'ai eu des absences de mémoire. Et je suis allée, il me dit, mais c'est un psy qu'il faut aller voir, c'est pas moi. Ouais. Je trouve ça terrible. Je voulais faire un électromyogramme parce que mes jambes, je les sentais plus. Et parce que c'est vrai que je bafouillais en parlant. Ma fille m'a dit, tu dis n'importe quoi, arrête. Enfin, voilà, au lieu de... Bon, elle est présente, mais... l'entente n'est pas au mot fixe, voilà. Écoutez, prenez soin de vous. Vous avez raison de parler de vous. Prenez soin de vous. Oui, mais comme il faut. Je
parle de moi. Il manquerait plus que vous parliez d'autre chose. Je peux pas parler d'autre chose. Je voudrais rencontrer simplement des amis. Vous savez, finalement, ce que vous êtes en train de faire, c'est de solliciter nos auditeurs. Alors, je le dis souvent, on peut compter sur eux. Ouais, c'est vrai. Les gens qui habitent dans le Midi. Voilà. Alors, vous savez, à partir de maintenant, je tiens à vous le dire, je sais que je vais avoir beaucoup de messages par SMS où on va me transmettre des coordonnées. Et vous pouvez compter sur nous. Tout ce qu'on va recevoir, on vous le répercute. Oh, c'est gentil. Parce que j'ai le cœur fêlé, on voit au travers, vous savez. La lumière passe au travers. Voilà. C'est joliment dit. Et je dis, c'est de la haine, je deviens acariâtre, ou bien... Non, c'est pas de la haine. C'est trop de souffrance. Ouais, c'est énormément de souffrance. Je le sais, j'en suis consciente. Je me fais du bien, je vais me faire des gommages, des massages. Non, mais là, c'est un trop-plein. C'est un trop-plein de souffrance, c'est un trop-plein de solitude. Avec, comme ça, un petit sentiment d'exclusion. Oui, c'est sûr. Tiens, ça fait longtemps, j'ai presque envie de pleurer, mais je vais arrêter. Voilà, comme ça, je pleure pas, parce que... c'est bien. Vous voyez, quand vous pleurez, c'est bien, c'est très bon signe. J'arrive plus à pleurer. Non, mais si vous pleurez, c'est plutôt très bon signe si vous avez envie de pleurer. Pleurer, c'est une émotion. Quand on a des émotions, Marie, c'est qu'on est vivant. Oui. Moi, ce qui m'embête, c'est quand on n'a plus d'émotions. Ça me faisait peur, en fait. Et c'est vrai qu'avec tout ce qui se passe, quand je regarde, parce que je suis très intéressée par les radios, les télés, la politique, et je me mets à pleurer, en fait, tout ce qui se passe, je me dis, ça va, tu vas morte complètement, voilà. Non, vous êtes vivante, ça s'entend aussi. Vous êtes bien vivante. Merci, c'est gentil, Caroline. Merci de votre confiance, en tout cas. Merci. À bientôt. Je vous embrasse. Moi aussi. Et je vous dis au revoir. Au revoir, Marie. À bientôt. Pour parler à Caroline Veil, appelez le 39 21, 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. Alors d'abord, je veux remercier nos auditeurs parce que Marie les a sollicités. On peut compter sur eux. Voilà, j'ai au moins une dizaine de SMS qui sont arrivés avec des numéros pour parler avec elle, apporter un peu de soutien et lui donner un coup de main. Merci à vous tous. Et puis nous allons continuer, parce que je tenais à le dire, et nous allons continuer avec Anaïs. Bonsoir Anaïs. Oui, bonsoir. Alors vous avez une histoire très différente, normale d'ailleurs, parce que toutes les histoires ne se ressemblent pas bien sûr, mais vous nous appelez pour d'autres raisons. Oui, voilà, donc je m'appelle Anaïs, je suis veuve depuis 2008. Dans les suites du décès de mon mari, j'ai repris mes études. Donc, j'ai repris des études d'infirmière. Waouh, c'est beau ça! Oui, je pense que c'était un petit peu pour peut-être fuir mon deuil, je sais pas. Je me suis investie complètement. Mais c'est une bonne façon, non pas de le fuir, mais de le dépasser. Oui, peut-être. Donc jusqu'en 2012, j'ai été à fond dans ces études. Et puis, je suis consacrée à l'éducation de mes 3 enfants, à ces études. Et puis, donc voilà, depuis 2012, je suis infirmière. J'ai fait 4 rencontres, parce que disons que mon problème, c'est je n'arrive pas à rencontrer quelqu'un, un homme, pour m'accompagner dans cette vie future. Bah oui, c'est pas si simple. Voilà. Qu'est-ce que vous croyez? J'ai envie de vous dire. Non, je plaisante quand je dis ça. Non, j'entends bien. Vous avez bien compris, mais quand vous dites je n'ai pas encore rencontré un homme pour m'accompagner, ça veut dire que vous avez envie d'une histoire qui dure, d'une histoire vraie, d'une histoire solide. Alors, des histoires solides, on n'en rencontre pas comme ça tous les 4 matins. Même si c'est depuis 2008, c'est-à-dire depuis quand même 9 ans. Et que vous trouvez que ça commence à faire long. Alors j'ai eu 4 rencontres. J'ai fait 4 rencontres par l'intermédiaire d'un site, mais qui ont très peu duré. Et dans ces 4 rencontres, j'ai eu une rencontre qui a duré par épisode et qui s'est mal finie par une agression sexuelle. Wow, quand même. Donc je me dis que est-ce que j'ai pas un petit peu peur des hommes aujourd'hui,
Déjà de par mon histoire personnelle, puisque ma mère s'est mariée parce qu'elle était enceinte de moi. Elle s'est séparée de mon père très rapidement. Après, elle s'est remariée avec mon beau-père, puis ils ont à nouveau divorcé. Mon mari est décédé, donc je dois quand même préciser que mon mari s'est suicidé. Ah. Voilà. Et puis, donc après, il était dépressif, bien sûr, il était malade. Dépressif et alcoolique, ou l'un et l'autre, bon bref, voilà. Et donc, voilà, toute ma problématique. Donc, voilà, c'est un petit peu difficile. Alors, aujourd'hui, j'ai des amis, hein, je suis entourée d'amis. Je suis loin de ma famille puisque on avait déménagé avec mon mari et on a quitté la région, donc je suis à 700 km de ma famille. Et donc voilà, je me pose plein de questions. Je me dis, qu'est-ce qui fait que je mets en échec des relations pourquoi je ne rencontre personne? Non, mais attention. Déjà, on va pas tout confondre. Vous avez dit que vous êtes allé sur un site. Et sur un site, vous savez comme moi, il y a du très bon. Et il y a pas très mauvais. Voilà, il n'y a pas forcément quelqu'un qui peut correspondre à vos attentes. C'est vrai que sur les sites, il y a aussi beaucoup d'hommes qui sont, il faut le dire, des consommateurs. Où je le dis, hein, parce que certains d'ailleurs affichent la couleur en disant moi j'ai pas envie d'une histoire, j'ai juste envie de partager un moment, mais pas plus parce que j'ai souffert dans ma vie, je veux pas m'attacher ou je veux pas, voilà, pour des raisons qui leur appartiennent. D'autres ne donnent pas les raisons, mais sont là quand même plus pour faire une rencontre, mais sans avoir le désir de s'attacher. Donc il y a ça, et c'est difficile de discerner parce que vous imaginez bien que quelqu'un qui a juste envie de consommer même 2 ou 3 fois de suite, il va pas non plus le dire clairement parce que sinon il trouverait personne. C'est vrai, vous avez raison. Voilà. Mais qui irait Enfin bon, il y a des sites spécialisés pour ça, donc là ils le disent plus clairement. Mais sinon, le but c'est quand même pour eux de séduire en ayant l'air de ne pas d'être finalement en quête aussi d'une histoire sérieuse, ce qui n'est pas le cas. Et ça sur un site, c'est ce que vous pouvez retrouver. C'est ce que vous pouvez trouver. Et vous pouvez aussi trouver des gens formidables qui sont dans la même attente que vous, qui ont aussi envie de solide, qui ont aussi envie de continuer et de partager, mais on peut pas savoir. Mais après, je ne sais pas comment rencontrer quelqu'un ou autre que par... La vie, Anaïs aussi. Oh, on a perdu Anaïs. Ah bah ça c'est triste alors, c'est ballot. Philippe va nous mettre un peu de musique le temps que nous la retrouvions. Bon, eh bien ce sont les aléas du direct. Hélas, on a perdu Anaïs. J'espère qu'on va la retrouver un peu plus tard. Pour l'instant, je vous propose de continuer avec Hugues. Bonsoir Hugues. Bonsoir. Alors, merci à vous de nous appeler. Je vous remercie aussi de votre confiance. Donc, je résume un tout petit peu votre histoire. Vous avez 52 ans. Vous avez été marié pendant près de 20 ans. Oui. Divorcé, je crois, en 2007. Oui. Et là, vous venez de subir une nouvelle rupture. Oui. Un peu que je compare un peu à celle que j'ai subie il y a 3 ans. Ouais. Qui faisait suite à une relation de 2 ans et demi, il y a 3 ans, donc situation dont j'ai eu vraiment beaucoup de mal à me sortir. Ouais, ça vous avait mis C'était en un l'air. abandon. En fait, j'ai considéré ça comme un abandon, sans explication en fait. C'est dur. Donc, c'est très dur. En plus, j'étais en voyage, donc enfin bon, ça c'est une anecdote. Mais, non, c'est pas une anecdote, c'est pas un détail, oui. Donc j'ai réagi assez violemment, enfin pas physiquement, mais il y a eu des paroles très dures. C'était très très tendu. Hugues, je vous interromps d'abord, quelques instants. Le temps du journal, on se retrouve tout de suite après. Ce que je vous demande surtout, c'est de ne pas raccrocher. Vous restez avec nous, d'accord ? D'accord.
Passé de 9 minutes, on reprend le cours de notre libre antenne. C'est toujours le 39-21. Je suis à votre écoute jusqu'à 1h. Vous avez encore le temps d'appeler si vous avez envie de passer ce soir avec moi à l'antenne. Vous savez que la ligne est à vous et que toutes les questions que vous posez, j'essaye en tout cas d'y répondre ou d'ouvrir des nouvelles voies, des perspectives. Voilà, on bavarde ensemble, on réfléchit à haute voix. On n'est pas trop de tous les auditeurs pour débattre des problèmes, des questions qui sont posées à l'antenne. Alors un peu avant le journal, nous étions avec Hugues. Hugues, vous êtes toujours avec nous ? Toujours avec vous, oui. Bon, c'est bien. Alors, vous n'avez pas raccroché parce qu'on a perdu Anaïs comme ça tout à l'heure. Donc, vous étiez marié, vous avez divorcé et vous avez subi, il y a très peu, une autre rupture sans signe avant-coureur. Vous me disiez que la rupture précédente, vous l'aviez vécue, vous, comme un abandon. Vous étiez parti en voyage, vous revenez, si je comprends bien, il n'y a plus personne ? À peu près, oui, c'est un bon résumé. Ça, c'était pour la rupture précédente. Oui, donc c'était il y a 3 ans, j'ai eu du mal à m'en remettre. Bah, j'imagine, parce que c'est cette situation. C'est violent. Et j'ai un peu l'impression d'être dans la même situation aujourd'hui. C'est un peu l'objet de mon appel, en fait. Qu'est-ce qui vous arrive aujourd'hui ? Donc, en fait, j'ai rencontré une personne il y a 4 mois qui était présentée par une amie commune. Oui. Et c'est cette personne qui a principalement... où on a commencé à discuter, mais par messagerie. Donc, et puis, je la sentais un peu insistante pour se voir. Puis on s'est vu, puis elle a insisté pour qu'on se revoie. Et pas vous n'en aviez pas envie ? Si, j'en avais envie, mais j'ai pas envie de me presser. Ah, d'accord. Donc je sentais que c'était principalement elle qui était pressée. Et donc au bout de la deuxième rencontre, on a commencé une petite relation. Mais 3 jours après, son ancien compagnon l'a recontactée, elle est retournée avec. Ah. Et donc je me suis dit, dans quelle situation suis-je tombé ? Et alors que jusqu'il y a peu de temps, je m'énervais, je réagissais assez violemment, disons verbalement, vis-à-vis de ce genre de situation. Là, j'ai pris ça de façon très paisible. Je l'ai appelé. C'est bien. Et puis je lui ai écrit une lettre très tranquille, très douce, en lui disant que voilà, je pensais que la relation dans laquelle elle était vouée à l'échec, et que si tel était le cas, elle pouvait toujours me recontacter et qu'on envisagerait à ce moment-là. Bon. Et c'est ce qui s'est passé 2 mois après. Donc, elle m'a recontacté. J'avais presque oublié. Enfin, je n'ai pas réellement oublié, mais je ne pensais pas. Vous étiez passé à autre chose. Je n'étais pas passé à autre chose, mais je pensais pas vraiment. Je pensais que la probabilité qu'elle me rappelle était vraiment devenue très faible. Voilà. Et donc, la relation a recommencé. Enfin, oui, c'est plutôt commencé très intensément, directement. Donc, moi, c'est une personne qui me plaisait énormément. Et je suis quelqu'un qui... Quand quelqu'un me plaît, je m'engage assez vite. Oui. Je le sens. Je pense que je le sens assez vite. En tout cas, si c'est pour vous ou pas, ça ne va pas marcher. Oui. Ouais. Si c'est quelqu'un qui va me plaire ou pas. Si c'est quelqu'un qui est susceptible de me plaire, alors je m'engage très vite. Mais alors que moi, je fais assez vite des projets. Dans ce cas-ci, elle a aussi très rapidement fait des projets. Enfin, des projets pas des projets de vie commune, mais on a des projets de voyage et on a commencé à voyager pratiquement tous les week-ends pendant quelques semaines. Et ça se passait bien ? Ça se passait très bien. Vous avez dit que c'était une relation intense. Oui, donc je pense qu'on avait vraiment des intérêts communs, des façons de voir la vie communes et on pouvait partager des activités. Donc lors du dernier week-end qu'on a passé ensemble, donc c'était après le 3e mois, elle a dit, dans la voiture en rentrant, elle m'a dit on ne s'ennuie jamais ensemble, c'est super, etc. Voilà. Bon, ce qui était plutôt très positif. Ce qui était très positif et donc ce qui me rendait assez optimiste. Il y avait un élément qui est quand même apparu, c'est le stress dans son environnement de travail, qui l'a perturbé énormément. Qu'est-ce qu'elle faisait, dans quel domaine ? Elle travaille dans une institution internationale. D'accord. Et elle a un poste à responsabilité, on peut dire, un poste à responsabilité. Et donc, j'ai jamais identifié... aussi ? Oui, je travaille aussi dans une institution similaire. D'accord. Mais on n'est pas collègues, hein, donc c'est dans deux institutions totalement différentes. Et le stress dans son boulot, j'ai jamais pu identifier si c'était un stress causé par le travail ou si c'était elle qui était pas capable de gérer
Ouais, si elle était stressée, vous l'avez bien senti peut-être quand vous voyagez. Est-ce que par exemple elle était stressée pour attraper l'avion? Est-ce qu'elle partait en avance? Est-ce que les bagages, les valises lui posaient un problème? C'est ça le stress? Pas du tout. Non, pas d'accord. Du tout, non. Donc, en fait, je l'ai récupérée plusieurs soirs. On ne vivait pas ensemble, hein, donc j'habitais pas tout près de chez elle, mais bon, je travaillais pas très loin, donc je la voyais peut-être 1 ou 2 soirs dans la semaine, et en tout cas tous les week-ends. Mais je l'ai récupérée plusieurs soirées, vraiment en pleurs, et dans un état vraiment qui me faisait peur. Ouais, c'est intéressant. Donc, j'ai essayé, au contraire, je pense qu'avec l'âge, on évolue un peu. J'ai essayé d'écouter, de voir comment je pouvais l'aider. Et c'est quelqu'un, en fait, qui ne veut pas être aidé. Elle m'a dit un jour que quelqu'un avait essayé de lui faire la leçon et qu'elle était quelqu'un qui ne recevait pas de leçon. Ça n'a rien à voir, aider les leçons. Oui, mais en tout cas, moi, j'ai essayé de l'aider. J'ai toujours été dans l'écoute, enfin, peut-être dans l'écoute à ma façon, mais j'ai vraiment fait des efforts pour l'écoute, c'est pas de donner une leçon, hein. Ça n'a rien à voir. C'est prendre le temps, c'est manifester de l'intérêt à l'autre. J'ai manifesté de l'intérêt. Donc, quand je l'ai récupéré comme ça, je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux? On peut aller se balader pour que tu te calmes, ou on peut aller manger un petit bout ailleurs, ou qu'est-ce que tu as envie de faire? Et je n'ai jamais dit, ça me dérange, cet état de fait, ou ça me perturbe, ou je pense avoir essayé d'écouter et d'avoir essayé d'aider à ma façon. Bon, voilà, il y a plusieurs choses qui m'ont perturbé. C'est au niveau du stress. Elle stressait tellement pendant la nuit qu'une nuit, elle s'est relevée pour boire de l'alcool. Elle m'a dit que ça la déstressait. C'est quelque chose que moi, j'ai pas accepté. Donc là, par contre, j'ai peut-être été un peu dans le reproche. Ouais. Boire de l'alcool, c'est-à-dire un verre là, ou la bouteille? Un verre de vin. Elle est remontée, elle avait bu un verre de vin. Moi, je sentais qu'elle avait bu de l'alcool. Elle m'a dit qu'elle avait besoin de ça pour se détendre. Ouais. Je n'étais pas nécessairement d'accord avec cette solution. C'est aussi quelqu'un qui... et ça, c'est une caractéristique que je retrouve par rapport à ma relation précédente. Donc, ces problèmes personnels prenaient une importance considérable et devenaient la chose la plus importante, même des petits détails, en fait. De quel genre? Bon, ces enfants étudient à l'étranger. S'il y a un petit problème logistique, ça devient une ça prend des proportions. Ça prend des proportions énormes. D'accord. Et puis quand il est résolu, on passe à un autre problème. Ça n'existe plus, en fait, oui. Ouais. On passe par un autre problème, mais c'est comme s'il n'y avait rien qui s'était passé. En attendant, moi, un soir, son fils n'était pas connecté sur une messagerie, donc elle ne voyait pas pendant un certain nombre d'heures. Il n'avait pas répondu à un de ses messages. Et elle a vraiment fait une crise de nerfs. Bon, moi, j'ai essayé de la calmer. Je lui ai dit, c'est normal, c'est un jeune et il n'est pas toujours connecté sur son téléphone. Bon, à un moment donné, elle voit qu'il s'est connecté. Mais cette histoire a duré 2 heures. Hein. Elle voit qu'il s'est connecté. Mais elle était passée à autre chose. Elle dit, on va dormir. Je dis, écoute, on va un peu se calmer parce que moi, je suis un peu énervé avec cette histoire. Et bon, je me suis fait engueuler parce que je n'étais pas déjà passé à autre chose. Bon, en tout cas, tout s'est détérioré en une semaine. Et elle est devenue assez désagréable. De quelle façon? De quelle façon? Je vais vous donner un exemple. Je sais qu'un soir, elle devait téléphoner avec son garçon pour un problème d'appartement dans la ville où il étudie. Donc le lendemain matin, je passais de temps en temps le matin boire un café avec elle et lui dire bonjour. Je lui demandais des nouvelles de son fils, je lui montre un intérêt pour sa vie. Et elle m'a répondu, mais d'une façon très agressive. Et en tout cas, j'ai pas envie de parler de ça. Ce soir-là, vous n'aviez pas dormi avec elle? Non, je n'avais pas dormi avec elle. Je savais qu'elle devait en parler de ce problème avec son fils la veille. Donc, quand je suis arrivé le matin, je lui ai demandé des nouvelles de cette conversation. Et je me suis fait fusiller avec ce genre de réflexion. Et vous n'avez pas vu à l'idée que quand vous ne dormiez pas avec elle, elle devait prendre sans doute plus d'alcool que lorsqu'elle n'était avec vous? Si. Écoutez, je sais qu'elle est revenue d'un voyage au début de l'année. Il y avait une bouteille d'alcool local qui traînait dans sa cuisine, et j'ai quand même vu aussi au fil du temps la quantité d'alcool, la quantité d'alcool dans la bouteille qui diminue. Ouais. Et j'ai aussi contacté l'amie commune qui m'avait présenté cette femme-là,
Et elle m'a dit qu'effectivement, elle lui avait dit qu'elle buvait de l'alcool parfois pour se déstresser. Mais bon, je ne pense pas qu'elle s'alcoolise. Moi, si. Moi, j'ai le sentiment, parce que vous savez, quand quelqu'un devient désagréable, c'est-à-dire devient agressif, c'est très souvent dû à une alcoolisation. Alors, pas forcément sur le moment, mais le lendemain, on en parlait tout à l'heure avec une auditrice tout à l'heure, et c'était Janine, je crois. Et le lendemain matin, ça met de mauvaise humeur et ça rend d'humeur chagrine. Donc, vous êtes passé prendre un café avec elle le matin. S'il y avait eu alcoolisation la veille, c'est pour ça que vous avez eu affaire à ce type de comportement. Je crois. Hein. Oui, là je ne peux pas affirmer ou confirmer. Bon, ça s'est un peu fini de façon très brutale où elle m'a dit un jour, elle m'a écrit via une messagerie qu'elle ne pouvait pas gérer plus que sa famille et son boulot. Ouais. Alors sa famille, j'ai des doutes parce qu'en fait elle a 2 garçons qui ont 18 et 20 ans et qui sont complètement indépendants à l'étranger. Je ne vois pas en quoi c'est une source de soucis extraordinaires. Je gère moi-même 2 enfants, donc oui. Voilà. Peut-être qu'elle a le même niveau de problème pour gérer sa famille que son boulot, donc sans stress. Et voilà, après, on n'a plus vraiment eu de contact. J'ai à nouveau envoyé une lettre très apaisante, mais j'ai jamais eu de réponse. Les contacts. Donc moi j'ai décidé je sais pas. Autrefois pas harcelé, mais j'aurais été derrière la personne. Maintenant moi j'ai décidé que j'ai écrit une lettre apaisante. Je ne vais pas courir toujours derrière des gens. J'ai dit une fois ce que vous avez raison. On a un certain âge. On a très peu de contacts. Je vous dis ça se résume à quelques clics des likes sur un profil Facebook. Ouais. Et voilà. Et donc, je remarque aussi les quelques messages que j'ai eus lorsque j'essaie de lui parler de notre histoire. Elle me dit « Arrête, Hugues. » Arrête. Elle ne veut pas en discuter. Je pense qu'elle n'accepte pas que je rappelle les bons moments qu'on a passés ensemble ou ce genre de choses. Et alors, sur son profil, je vois aussi qu'elle a toujours le besoin de donner une image très positive de quelqu'un de fort. Et en tout cas, sur le dernier mois, 2 fois, elle m'a dit « Écoute, je vais très mal » dans un message. Donc en fait, elle doit donner une image publique. Non, elle est dans la représentation. Oui. Les apparences comptent. J'imagine, de toute façon, elle travaille pour une organisation. Vous avez dit qu'elle avait le poids, très certainement, elle a le poids des pressions sur ses épaules. Elle doit avoir peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas donner ce qu'on attend d'elle. Je pense, oui. Et alors, elle a sa meilleure amie et un peu son modèle. C'est une fille dont elle parle sans arrêt de la réussite. Ouais, c'est ça. Elle court après. Elle aimerait peut-être la même. Je pense, oui. Ouais. Moi, l'idée qui me vient, c'est que il n'y a pas que cela. Vous avez émis un jugement réprobateur sur le fait qu'elle prenne un verre de vin au milieu de la nuit, parce qu'elle arrivait sans doute pas à se calmer, à s'apaiser ou à dormir. Et du coup, qu'est-ce qu'elle vous répond sur le moment ? Oh, elle n'était pas d'accord. Elle me dit oh, c'est pas grave, j'ai besoin de ça. Oui, bien sûr. Elle fonctionne. Elle m'a expliqué. C'est une situation au niveau de son boulot. Bon, moi je la connais seulement depuis 4 mois, donc elle m'a dit que c'était chaque année la même chose. C'est un peu un cycle dans son boulot. Et elle me dit qu'elle fonctionne aux médicaments pour dormir et le matin avec une boisson énergisante. Ouais. C'est-à-dire qu'elle a besoin d'aide de produits divers et variés. Oui. Oui. Ça ne doit pas aider tout ça. Une réflexion aussi qui m'a marqué, c'est que dans la semaine de rupture, je veux dire, elle m'a dit écoute Hugues, l'année dernière, cette même situation m'a déjà coûté une relation. Ouais. Cette même situation. Elle faisait allusion à quoi ? À sa situation professionnelle. Je suis pas sûre que ça soit ça. Moi, la supposition, ce n'est qu'une supposition et ça n'est qu'une hypothèse. Hein. C'est qu'elle a besoin d'alcool et qu'elle peut pas boire quand elle est avec vous. Alors vous voir, ça veut dire ne pas pouvoir en prendre.
Et du coup, ça la gêne. Elle a besoin de cet alcool pour faire face au stress. Et c'est pour ça qu'elle est violente et qu'elle réagit violemment. Et quand elle vous dit qu'elle va très très mal, elle a raison. Parce qu'elle doit avoir conscience de cette situation. Je crois qu'elle doit effectivement prendre de l'alcool pour échapper à la pression, pour être à la hauteur de ce qu'on attend d'elle. Elle a peur de pas donner les résultats, ou en tout cas elle se fait une idée d'elle qui fait que elle n'y arrive pas, ou elle a l'impression qu'elle va être en situation d'échec. Et je crois que pour parer à tout ça, le seul médicament qu'elle ait vraiment trouvé, c'est l'alcool. Mais avec vous, elle peut pas le prendre. Oui. Mais j'ai passé quand même des périodes de plusieurs jours avec elle où elle ne consomme pas d'alcool. Ouais, mais ça doit la gêner. C'est bien pour ça qu'elle vous quitte. N'oubliez pas que vous dites que très vite et souvent vous étiez comme ça en plein psychodrame. Pour 3 fois rien, des détails de logistique. Elle n'arrive pas à joindre son fils, ça prend des proportions. Elle trouve pas ceci. Enfin, sa vie personnelle prend le pas sur le reste. Vous étiez tout le temps en train d'essayer de pallier. Vous étiez dans l'écoute. J'ai l'impression que vous vous êtes aussi un peu oublié. Sans doute, oui. Et vous n'avez pas vu tout ça, mais c'est très envahissant. Je crois qu'elle est perturbée, cette femme. Je crois qu'elle est perturbée. Perturbée ne veut pas dire pas séduisante, hein. Mm-hmm. Mais elle a des problèmes. Et je pense qu'elle doit, à mon avis, elle doit boire plus que vous ne l'imaginez. Et elle doit en avoir honte. Elle ne doit pas vouloir que vous ayez cette image-là d'elle. Vous l'avez dit, les apparences comptent. Et du coup, ça fait qu'elle peut pas rester avec vous. C'est quelqu'un qui a absolument besoin de mettre sur les réseaux sociaux des photos très gratifiantes. En fait. Ouais. Gratifiantes, oui. Je pense qu'elle a valorisantes. Le nombre de likes, elle doit compter le nombre de likes qu'elle a. Mais par contre, à côté de ça, je vois un message. Elle m'envoie un message en privé, où elle me dit je vais très mal. Alors, elle me l'envoie pas, c'est moi qui la contacte et alors elle me répond je vais très mal. Et puis elle ne veut pas en discuter. Ouais. Moi, je crois qu'elle a peur de l'image que vous pourriez avoir d'elle. Elle supporte pas ça. Et si elle a peur de cette image, c'est bien parce qu'à mon avis, il y a la faille et je crois que la faille, c'est la boisson. Je n'avais pas du tout identifié cette faille. Encore une fois, c'est une hypothèse. Je dis pas que j'ai raison, mais c'est plutôt ce que je sens. Et c'est triste. C'est une histoire triste. Mais vous voyez bien aussi que cette personne est versatile. Vous la rencontrez, elle insiste, elle est désireuse de vous revoir, et puis tout de suite après, elle retourne avec un ex. Et puis ça s'arrête 2 mois plus tard. Et puis elle revient vers vous. Ah oui, mais bon, à partir de ce moment-là, j'ai décidé de lui donner. Je lui avais dit dans la première lettre que tout le monde avait le droit de faire une erreur, en fait. Oui, bien sûr. Et à partir du moment où elle est revenue, moi, j'ai réussi assez facilement. J'avais des doutes, mais finalement, j'ai réussi assez facilement à lui donner ma confiance. Ouais, surtout que vous viviez quelque chose de très agréable. Mais vous avez dit, c'est une relation c'est quelqu'un qui doit vivre tout en intensité. Alors ça va très bien, puis ça va pas, d'un seul coup, ça ne va pas du tout. Vous voyez, oui, c'est ça. avec une vraie cyclothymie comme ça, et qu'elle pâlit à coups d'alcool. Et vous êtes un frein. Elle peut pas en prendre autant qu'elle veut, comme elle voudrait. Elle sait qu'elle vous plaira pas, vous l'avez dit, elle vous dit oh non, c'est pas grave, elle essaye de dédramatiser, de faire comme si c'était anodin, alors qu'en réalité ça l'est pas. Vous-même, vous voyez bien qu'il y a de l'alcool qui traîne, que ça disparaît. C'est pas rien ça, ce sont des détails qui ont leur importance. Hein. Je n'ai pas identifié une consommation en bouteille. Ouais, mais vous l'avez pas vu, elle a dû faire attention. Oui. Moi, ce que je vois, c'est que, en tout cas, son comportement a changé, qu'elle est devenue désagréable. Et si elle est devenue désagréable, ça, vous voyez, c'est une explication. Parce que sinon, il n'y a pas de raison. Le stress dans son travail, non, ça peut pas être une... Le stress dans son travail, c'est pas ce qui fait qu'on arrête une relation.
On dit pardon, je suis pas disponible en ce moment. J'ai 15 jours, un mois devant moi pendant lesquels on va pas beaucoup pouvoir se voir parce que j'ai des résultats à donner ou je sais pas des comptes rendus ou je suis vraiment débordée. Ça ira mieux dans un mois et ça se passe comme ça. Et puis un mois plus tard, on reprend contact en disant pardon, mais je sais pas faire face à tout. Quand on tient à quelqu'un, on ne rompt pas. Moi, je pense qu'elle rompt parce qu'elle tient à vous et que elle ne veut pas que vous la voyiez dans cet état-là. N'oubliez pas qu'elle a insisté pour vous revoir. Donc vous lui avez plu. Et puis vous savez, vous m'avez dit, moi-même je me suis sentie très attirée. C'est pas par hasard qu'on ressent ces choses-là. Si on les ressent, c'est parce que il y a bien un écho, il y a bien une résonance de l'autre côté. Mmh. Et donc moi je me retrouve à nouveau dans une situation comme il y a 3 ans et j'ai pas envie de refaire le même chemin. Bien sûr, vous êtes seul. C'était il y a longtemps cette rupture ? Ici, 1 mois et demi. 1 mois et demi. Ouais. Écoutez. Donc je suis vraiment seul depuis 1 mois et demi. En fait, j'ai divorcé il y a 10 ans et au début on rencontre assez facilement des gens, puis finalement on se rend compte que ça donne rarement lieu à quelque chose de durable. Non, c'est pas vrai. C'est que vous êtes mal tombé 2 fois de suite. Vous êtes jeune. Oui. Vous êtes jeune. Oui, mais ça fait quand même 10 ans que je fais ce chemin-là. Que vous galérez. C'est pas évident. Oui, je galère. Oui. Pourquoi est-ce que vous avez divorcé ? D'abord, c'est un grand regret dans ma vie. Ouais. C'est une erreur, mais je ne m'en suis rendu compte qu'à posteriori. Mais parce que j'ai trompé mon ex-femme dans quelque chose de très court. Et parce que j'avais des doutes sur ma relation, et voilà, je suis tombé sur quelqu'un. Voilà. C'est une relation qui n'a pas duré énormément, à laquelle j'ai mis fin, et dont mon épouse n'était pas au courant, mais par contre, j'ai pas pu garder ça pour moi. Oh. Je ne pouvais pas la regarder en face. Et donc, 2 ans plus tard, je lui ai dit. Oh là 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 là. Et 2 ans après, elle m'a dit, elle a eu une relation avec un de ses collègues, un de ses supérieurs. Et elle m'a dit 1-1. Et puis alors, après, c'était le début de la fin. En fait. Après, il n'est plus possible de vivre ensemble. Mais par contre, on a gardé une super relation. On s'entend bien. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime. Oui. Ben, j'ai l'impression que vous vous êtes quittés, vous vous aimiez encore. Mon ex-femme est quelqu'un de très fier qui ne pouvait pas accepter avoir été trompé. Oui, mais visiblement, elle vous a rendu l'appareil dans un désir de vengeance. Dans un désir de vengeance, et bon, on n'a pas suggéré ça. Et vous ne vous êtes pas fait... Et ça fait combien de temps que vous avez divorcé ? 10 ans ? 10 ans. Je veux dire, au moment où elle m'a trompé, dans un désir de vengeance, sans doute, c'est au moment où moi j'avais décidé de m'investir à nouveau dans cette relation. Ouais. Donc ça a été vraiment très dur, ma séparation. Enfin, cette séparation a été très dure. Et donc depuis 10 ans, c'est un peu la galère, effectivement. Ouais. Et alors, petite question, elle a rencontré quelqu'un, votre ex-femme ? Elle vit avec quelqu'un ? Oui, elle vit avec quelqu'un. Oh. Oui, non, mais je n'ai jamais... non, en plus, je la connais et c'est quelqu'un de très fier qui ne revient jamais sur une décision parce qu'elle ne peut pas accepter avoir pris une mauvaise décision. Oh, vous savez, j'ai tout vu, elle pourrait prendre la bonne décision de revenir. Hein. Ça ne veut pas dire qu'elle peut vous dire que c'était la bonne décision sur le moment et ce serait la bonne décision de recommencer aujourd'hui. Bon, évidemment, à chaque fois qu'une relation s'arrête, dans mon cas, je me dis... ça aurait été bien plus simple de continuer ma relation et même de recommencer. Mais voilà, je respecte sa vie. On s'entend bien. Oui. Sans plus. On gère nos enfants aussi ensemble, sans souci. Les gens à l'extérieur trouvent que nous, on a réussi notre divorce. Oh, ça veut rien dire, ça, réussir son divorce. Ça veut dire ne pas être fâché, ne pas être en conflit. Mais réussir son divorce, c'est ça, oui, en tout cas. Voilà, réussir son divorce quand on reste avec l'idée qu'on aurait pu faire autrement, c'est pas que ce soit pas réussi. Bon. Hein, vous avez fait aussi bien que vous pouviez. Moi, je dis qu'on aurait pu faire autrement. Elle ne l'a jamais dit. Ouais, mais vous lui avez posé la question ? Oui, mais elle n'a pas voulu discuter. Il y a combien de temps ? Et donc,
il y a 5-6 ans, et puis j'ai décidé de la laisser tranquille, puisqu'elle est dans une relation. À l'époque, elle n'était pas dans une relation, donc maintenant, elle est dans une relation, donc je ne suis pas l'élément perturbateur. Oui, bien sûr, mais pourquoi pas? Vous avez été marié pendant 20 ans avec elle et ça a bien fonctionné. Vous êtes très très honnête, Hugues. Oui, vous êtes. Je crois. Mais je suis voilà. très honnête. Ouais, vous êtes. Je me le dis, mais je suis comme ça, donc. Je suis aussi trop tendre et trop gentil. Mais je crois que vous êtes en cristal à l'intérieur. Le moindre petit choc et vous vous brisez. Tout à fait. C'est comme ça. Oui. Donc je ne sais pas sur qui je peux... J'aimerais que vous rencontriez une femme digne de vous. Parce que vous êtes vraiment quelqu'un de bien. Je peux donner mon expérience personnelle, c'est très difficile. Disons que pour rencontrer des gens, c'est quand même très difficile d'entrer en contact avec des gens. Écoutez, c'est ce qu'on me dit tous les soirs, et je n'ai avec moi en ligne que des gens formidables. Alors il y a quand même quelque chose que je ne m'explique pas. C'est vrai. Oui, mais bon, pour aborder quelqu'un dans la rue, moi je vais pas aborder quelqu'un dans la rue. J'imagine bien, c'est difficile, encore que. Je vais vous dire, il y a même tout un livre qui a été fait là-dessus, un livre très charmant qui s'appelle La délicatesse et qui commence par une rencontre qui se fait dans la rue. Mais si l'auteur a imaginé ça, c'est bien, je crois, parce qu'il l'a vécu lui-même. Oui. Ou en tout cas, rêver de la vivre. Donc voilà, je dois essayer maintenant de ne pas plonger. Je vous dire que depuis 1 mois et demi, c'était très dur. Oui, mais ce serait dommage de perdre confiance. Je pense que cette femme vous a abîmé. Comme la précédente, je pense. Ouais. Je pense qu'on vous a abîmé alors que vous êtes un vrai diamant. Je suis peut-être devenu un diamant. Je pense qu'avec mon ex-épouse, je n'ai pas toujours été un diamant. Oh, écoutez, vous savez, on oublie très souvent qu'on est humain. Humain, ça veut dire faillible. Et donc, on est imparfait. Voilà. Et viser la perfection, c'est peine perdue. Forcément, un jour ou l'autre, on risque de commettre une erreur. Vous en avez commis une, vous l'avez payée cher. C'est ce que vous pourriez dire à votre épouse, à votre ex-épouse. J'ai payé cher et je payais tellement cher même de te perdre qu'on pourrait peut-être se donner une nouvelle chance. Ça ne veut pas dire qu'on n'ait pas eu raison sur le moment de se séparer, mais ça veut dire qu'en tout cas, on avait vraiment une bonne raison, en tout cas, de passer 20 ans ensemble et qu'on pourrait essayer de passer plus. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je crois que je la respecte. J'ai peur de créer. J'aimerais bien lui dire ça. Je me pense. D'abord, quand j'avais écrit il y a 5-6 ans, je lui avais dit, écoute, je ne vais pas t'embêter toute ta vie. Je te le dis une fois. J'avais écrit pas tout à fait ce genre de choses, mais en tout cas des choses assez positives sur elle et sur nous. Maintenant, je pense que je la respecte. J'ai envie de la respecter dans le sens où j'ai pas envie de mettre un doute dans son esprit. Et que même si il y avait c'est pas ne pas la respecter, au contraire, c'est un bel hommage que vous lui rendez. Oui, je veux bien lui faire un hommage. J'aimerais bien lui faire un tel hommage parce que j'en ai envie, donc je ne dois pas du tout me forcer, ce sera assez naturel. Par contre, j'ai pas du tout envie de créer un doute dans son esprit. Oui. Qu'elle se pose des questions par rapport à sa situation actuelle. Écoutez, vous pouvez toujours, vous êtes fin, vous pouvez toujours un petit peu tâter le terrain, voir si elle est heureuse ou pas. Oui. Hein ? Et puis si elle avoue qu'elle ne l'est pas complètement, vous pouvez tenter le coup. Voilà, je pense que vous avez toute la délicatesse et toute la subtilité pour ça, parce que je vous sens plein de réserve, avec une pudeur folle, et je voudrais pas que vous passiez à côté. Et puis sinon pour le reste, je vais vous dire, j'ai envie de conclure avec un SMS magnifique que je reçois pour vous, Hugues, qui dit quelle belle personne. Cet homme est très beau. Je suis sûre qu'il trouvera une jolie femme. Un sourire dans la rue, il faut sourire. Et si je pouvais, je lui donnerais mon numéro. Et elle n'est pas la seule. On a Anne aussi, et on a. Voilà. Je remercie et on a Marine. J'ai eu un grand sourire en écoutant son SMS.
Voilà. Je vous souhaite bon courage, Hugues. Et moi, je ne doute pas. Rappelez-moi pour me donner de vos nouvelles. D'accord ? Okay, pas de souci. Merci beaucoup. J'apprécie fortement votre émission et la qualité, la richesse des témoignages que j'entends. Merci à vous. C'est vous qui l'a faite, cette émission. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Et nous allons continuer avec Michel. Bonsoir Michel. Bonsoir madame. Oh Caroline, c'est mieux. Bonsoir Caroline. Bien, alors je vous laisse nous raconter votre histoire. Alors je suis pas habitué à écouter votre émission parce que d'une part elle est tard et oui. que très rarement. Mais là vous nous appelez. Oui, je vous appelle ce soir parce que c'est coïncidence. Il y a 18 ans exactement ce soir, enfin c'est le soir de mon anniversaire, il y a 18 ans. Oui. J'ai eu c'est difficile pour moi d'en parler puisque c'est la première fois que j'en parle, donc les mots sont viennent difficilement. Oui. Donc il y a 18 ans, j'ai eu une aventure avec un collègue de travail. Et on avait pas de travail ce soir-là. Oui. Et puis c'était mon anniversaire. On a ramené au bureau de quoi boire pour fêter l'anniversaire. Et en fait, il s'est passé quelque chose. Attendez, je vous entends très mal. Si vous pouviez vous rapprocher de l'appareil, ça serait plus facile. Oui. Alors on a eu une aventure ce soir-là. Vous avez eu une aventure avec votre collègue? Avec mon collègue, ouais. qui était par ailleurs un ami de la famille. Oh. Donc je suis marié, j'ai des enfants. Ouais. Et compte tenu de ma situation familiale, bien sûr, on était tous les deux. Plus près, Michel, plus près. On était tous les deux très gênés et ça a duré 3 jours, enfin, à vrai dire. Et il a décidé de partir. Et depuis ce jour-là, au fond, je pense qu'à lui ce soir. Ce soir, c'est un anniversaire d'une certaine manière. Oui. Et d'ailleurs, c'est pas seulement ce soir, mais avec les années qui avancent, c'est quelque chose qui est de plus en plus présent dans mon esprit. Et avec peut-être aussi de l'illusion, peut-être que je fantasme aussi une situation, mais avec les années qui passent, c'est quelque chose de très très fort. Donc, on s'est rencontrés il y a maintenant 8 ans, mais dans des circonstances tout à fait providentielles, et, sur un lieu de tourisme. Et je me retrouve face à lui. Il était avec un ami et on a été boire un verre ensemble. Et dans ce petit café, nos regards se sont croisés et j'ai vu son regard. Et dans nos regards se sont croisés et j'ai vu dans son regard et lui aussi bien qu'il y avait toujours quelque chose et il était avec quelqu'un et pour moi il était hors de question d'aller plus loin. Je comprends. Je respectais et puis moi de mon côté, à cette époque-là en plus on a eu un autre enfant. Ah. Donc je me retrouvais dans une situation compliquée parce qu'il fallait se positionner et il était impossible pour moi bien sûr de trouver le juste la bonne pilote. Attendez, je vous entends, je vous perds. De trouver le juste milieu et je ne pouvais pas, il était absolument impossible de vivre une double vie. J'imagine. D'ailleurs, il a quitté la région, la région et il s'est installé ailleurs. Alors je le suis de loin parce que aujourd'hui avec les moyens que nous avons, bien c'est sûr. absolument formidable ce que l'on peut. Les réseaux sociaux, ouais. Réseaux sociaux et autres, on peut surveiller les personnes de loin. On passe pas les surveiller, mais avoir en tout cas, quand vous dites surveiller, ça veut dire ne pas les quitter des yeux. Oui, ne pas quitter des yeux, tout à fait. De temps en temps, taper son prénom, son nom sur le moteur de recherche et trouver une photo. Donc voilà, ce soir, c'est... Alors,
Je vous téléphone, au fond, je ne sais pas pourquoi je téléphone. Parce que vous avez juste besoin d'en parler. J'ai sans doute, oui, c'est exactement, de le dire au moins une fois. Ouais. De le dire et voilà. Vous êtes très bouleversant. Je tiens à vous le dire. Je crois que vous avez vécu une histoire exceptionnelle, une histoire incroyable. Et vous êtes sensible à ce caractère exceptionnel. C'est pour ça que vous le gardez à l'intérieur de vous. C'est pour ça que on dirait au fond que c'est un secret que vous arrosez comme ça tous les jours. Et c'est en vous. Voilà. Ça, certainement, ça vous aide aussi à vivre. Mais par ailleurs, vous avez aussi une vie. Oui. Si vous me disiez quelques mots de cette vie-là. Alors, j'ai une épouse qui est merveilleuse. Bah oui. J'ai une épouse qui est merveilleuse. Elle le sait. À vrai dire, je le dis que je n'en parle pas, mais elle l'a appris parce que quand il est parti, c'était 3 jours après, quand il est parti, j'étais dans un tel état que j'ai pas pu faire autrement que de lui dire ce qui nous était arrivé sans aller dans les détails, ce qu'elle a sans doute imaginé, enfin, parce qu'on a une relation à la fois très respectueuse, pudique, conjugale évidemment, mais avec chacun notre espace et je sais qu'elle s'est posé les questions, mais elle m'a jamais posé la question jusqu'où c'est allé. En tout cas, vous avez une relation sincère. Oui, nous avons une relation vraie, profonde, sincère, mais avec cette immense faille qui m'habite et depuis, j'allais dire, depuis 18 ans, j'aime profondément mon épouse, mes enfants, mais il y a quelqu'un d'autre que j'aime profondément. Oui, tout au fond de vous. Peut-être plus qu'au fond. Je ne sais pas, les mots, je les sors maintenant, donc je ne connais pas la valeur de ces mots-là. Non, c'est du ressenti. Donc, mais parce que ce soir c'est particulier. Donc, mais il y a ce dilemme qui va m'accompagner, je pense. Et en plus, mais avec ça, je rêve aussi d'une deuxième rencontre providentielle comme celle qui. Qu'est-ce que vous feriez? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je ferais. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que vous seriez capable de quitter votre vie de famille? Bien, nos enfants sont grands maintenant. Je ne sais pas. Je ne sais pas où il en est lui. Je ne sais pas. C'est une question. Je ne peux pas répondre à cette question parce que je ne peux pas parler. Je ne sais pas. Puis ma vie de famille, elle est aussi teintée de notre univers familial, avec ses représentations, avec ses devoirs, avec l'image qui est due à notre situation. Donc c'est vraiment, je suis dans un carcan. Et j'en souffre et en même temps, moi-même, je le crée. Vous voyez, Oui, c'est-à-dire que vous continuez d'entretenir, j'ai envie de dire, une forme d'illusion. Oui, et en même temps, je m'empêche. Oui, parce que vous le disiez vous-même, au fond, si vous vouliez le retrouver avec les réseaux sociaux, ce serait assez simple. Comme vous dites, vous pouvez entre guillemets, le surveiller. Oui, je sais où il habite. Vous savez où il est, vous savez où il habite, vous savez. Donc vous savez tout ça. Donc je poursuis le raisonnement. Ça vous serait assez simple au fond de savoir ce qu'il en est. Vous êtes d'accord? Ah oui, c'est extrêmement simple. Là, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est extrêmement simple. Mais je ne le ferai pas. Ouais, pourquoi d'après vous? Mais parce que... Parce que je crois que vous ne le voulez pas vraiment. Au contraire. Ou ça vous fait peur. Ça vous fait très très peur. Parce que sinon vous l'auriez fait. Je ne sais pas. J'ai tellement de respect pour mon épouse, voilà. Pour lui aussi. Voilà. Vous avez beaucoup de respect pour votre épouse. Et je crois que par respect et même par amour pour elle, parce que vous l'aimez aussi.
Mais je ne sais plus, ça fait maintenant une petite dizaine d'années, on a une grande maison, donc ça fait une dizaine d'années qu'on a chacun notre chambre, l'une à côté de l'autre, il y a une porte qui communique. Donc c'est un jeu aussi, je vais de temps en temps dans sa chambre. Donc, vous voyez, on est dans une... Vous ne savez plus où vous en êtes avec elle? À ce niveau-là, je la respecte profondément comme un époux peut respecter son épouse. Ça c'est clair, mais d'aller jusqu'à imaginer une séparation, je ne sais pas si je suis capable de le faire. Voilà, c'est de la lâcheté. C'est plus de la lâcheté. Mais non, c'est pas de la lâcheté, c'est que vous la respectez, c'est que vous ne savez pas si vous êtes capable de faire face au tsunami qu'il pourrait y avoir derrière, parce que ce serait un tsunami, vous le savez. Et c'est pour ça que vous n'êtes pas allé plus loin aussi. Oui, et puis moi, quand j'analyse, parce que vous pensez bien que j'y pense et puis depuis quelque temps, depuis peut-être 2-3 ans, c'est quasi omniprésent. D'ailleurs, j'avais même projeté de passer dans la ville où il habite et de forcer le hasard de la rencontre. Vous voyez, je suis habité par ça. J'ai envie de, et à la fois j'ai peur parce que peut-être qu'avec les années, j'ai aussi imaginé, j'ai aussi monté toute cette, monté aussi une histoire. Donc, vous voyez, oui, c'est ça, vous ne savez pas très bien. Je suis confus, excusez-moi. Mais non, pas du tout. Vous n'êtes pas confus parce que vous êtes en train vous dites que vous en parlez pour la première fois. En tout cas, quelqu'un d'autre que votre femme, donc vous verbalisez, vous ne savez plus ce que vous avez vécu vraiment. Je lui en ai parlé il y a 18 ans et depuis, on n'en a jamais reparlé. Ouais. Ce qui veut dire que vous avez évité d'en reparler. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, c'est arrivé une fois où il y a eu c'est au moment du mariage pour tous, le sujet était revenu. Et le sujet était revenu parce qu'il y avait cette question-là, parce que ça c'est une autre facette de cette rencontre qui a révélé en moi peut-être aussi autre chose. Donc ça c'est encore plus délicat, mais vous voyez, c'est tout ce domaine-là aussi qui est à la fois... voilà, je n'ai pas de mots pour préciser ce que je ressens, donc je suis maladroit dans... Non, vous n'êtes pas maladroit, c'est-à-dire que vous pensez à voix haute, vous savez que vous avez vécu pendant 3 jours une histoire très forte, et puis lui-même est parti, il a préféré s'en aller parce que ça mettait dans une situation compliquée, votre famille, vous-même et lui aussi. Vous avez dit qu'il était un ami de votre famille, si j'ai bien compris. Il travaillait dans l'entreprise de mes parents. D'accord. Donc en plus, vous voyez, c'était la famille. Ouais, tout était mêlé, tout était très mélangé. Il n'y avait pas trop d'autres issues qu'une séparation brutale. Alors on s'est appelé. À ce moment-là, on n'avait pas les portables, mais on s'est appelé à plusieurs reprises. Et puis moi, j'étais tellement perturbé que je ne voulais plus répondre, je ne voulais plus appeler non plus. Donc, et toutes ces choses-là ont fait aussi qu'aujourd'hui, il y a peut-être du regret aussi. Il y a du regret peut-être de pas avoir. Vous avez été respectueux de votre femme. Vous vous demandez si vous avez pris la bonne décision, mais tant que vous ne vous dites pas j'ai pris la mauvaise décision, c'est que vous n'étiez pas à même d'y aller. C'est que vous n'en aviez pas vraiment envie. Ça ne veut pas dire que vous n'aviez pas envie d'être avec lui. Ça veut dire que vous n'aviez pas envie de tous les bouleversements que ça pouvait engendrer. Sincèrement, je ne sais pas. Je voudrais bien, mais je ne sais pas au fond. Je voudrais bien.
Alors, petite question, est-ce que d'autres hommes vous ont attiré? Alors oui, j'ai été attiré par d'autres hommes, et là encore une fois, je suis pas allé plus loin, quoique j'en avais extrêmement envie. Donc je suis honnête avec vous, c'est difficile de le dire, mais j'en avais vraiment envie, et voilà. Et voilà, et ça s'est arrêté là. Mais je n'ose pas aller plus loin. Ouais, bah je pense que c'est effectivement pour vous une situation compliquée. Peut-être que vous pourriez vous faire aider par un thérapeute, parce que ça doit être très difficile de garder ça pour vous tout seul. Je reçois des messages, je veux absolument vous les donner, parce que notamment un de la part de Joseph qui dit: je crois que c'est votre trésor que vous chérissez, sinon cela ferait longtemps que vous l'auriez rejoint, vous n'auriez pas résisté à la tentation, parce que pour ma part je l'ai vécu. Alors, la tentation, non, j'ai pas résisté à la tentation. Je vous avoue, ça a été même violent. J'ai passé des moments terribles où je m'interdisais à un certain moment, je vais aller plus loin. Ouais, vous avez eu beaucoup de mal. Oui. Moi, je crois que vous gagneriez à vous faire aider. C'est difficile de garder ça pour vous tout seul. Vous avez réellement, je crois, besoin d'en parler. Vous avez très bien fait de nous appeler ce soir. Michel, en tout cas, je suis très touchée de la manière dont vous vous êtes livré. Je trouve ce que vous nous dites absolument bouleversant. Je vous remercie en tout cas de nous faire confiance. Notre émission s'achève, mais je voudrais que vous ayez en tête ce que je vous dis. Ne gardez pas ça pour vous tout seul. D'accord ? Ça va vous aider de toute façon. Je vous dis bonsoir et j'espère bon courage. Au revoir. Merci. Il est 1h, vous écoutez Europe 1. Notre émission se termine. Je vous retrouve demain dès 22h30.